Émilie Dequesne, et c'est une merveilleuse partenaire de jeu. Le plus gros travail, c'est de savoir sur quoi on a envie d'écrire. Il y a au minimum 3 écritures. Il y a le scénario, il y a le tournage et il y a le montage. Absolument. Moi, la direction d'acteur, en fait, avec Max, ça a été d'écrire avec lui. T'as un assistant réalisateur génial, tout roule. J'ai eu quand même un coach enfant qui lui a fait apprendre son texte, qui était là sur le tournage tout le temps. Je suis pas du tout contre lire des manuels de scénario, je les ai toujours. Mais si elles ne nous conviennent pas, on peut complètement les détourner. Il y a quelque chose de très intime dans ce film où on me dit tu fais semblant de l'écrire. Il y avait quasi un truc un peu miraculeux de me dire ouais, j'ai écrit un truc et tout le monde vient pour faire que ça existe. Et elle m'a dit écris tout ce que tu veux et après on réduira en fonction des moyens, et ça m'a tellement aidée en fait. Tenter de mieux comprendre le cinéma au travers d'interviews de celles et ceux qui le fabriquent. De leur première expérience sur des courts-métrages à la renommée dans le milieu du cinéma en passant par leurs échecs. Faites-vous couler un thé, un café et installez-vous confortablement pour écouter Making of. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Making of. Je suis Léo Defive et je suis accompagné de Louane Dubos et d'Agathe Le Pommeret. Aujourd'hui, nous recevons Claire Basset, scénariste, réalisatrice, mais aussi romancière et journaliste au cinéma, mais également intervenante à l'université Panthéon-Sorbonne dans le cadre d'un cours de scénario. Vous avez donc réalisé le film Double Foyer qui est sorti le 21 février au cinéma, et donc du coup vous allez voir la bande-annonce tout de suite. J'ai rangé ta chambre, tu vas pas la reconnaître. T'as rien jeté, j'espère. Attends, on revient jamais sur une promesse. Mais pourquoi vous viviez pas tout le temps ensemble avec maman? Parce que ta mère et moi on s'aime tellement qu'on a eu envie d'inventer autre chose. Ah ouais? Ah oui, parce qu'on nous fait croire que la vie de famille c'est naturel. Mais t'en connais beaucoup des espèces qui vivent les unes sur les autres comme ça? Moi j'en connais pas. Et ton avis à toi, c'est quoi? Le père de Balthazar, il dit que vous êtes des libertins. Des quoi? Des libertins. En fait, je crois que pour une fois, ce serait bien que t'ailles faire tes devoirs dans ta chambre. Qu'est-ce que tu fous là? Je suis venu te voir. Mais pourquoi ils ont fait ça puisque vous étiez promis de jamais vous quitter? T'as jamais rien raconté, ton père? Papa, Qu'est-ce qu'il y a? T'as des soucis? je sais tout, tu sais. T'es bien placé pour savoir que tout partager, c'est pas une preuve d'amour. Vous pouvez pas comprendre. La vraie vie de couple, vous ne savez pas ce que c'est. On se complique inutilement la vie, si nous. Qu'est-ce qui te prend? Et si on habitait ensemble? Mais qu'est-ce qui lui a pris, mon sang? Tu l'aimes notre vie, tout se passe bien. C'est pas que t'as pas envie d'une famille normale, c'est que tu crois que t'en es pas capable. C'est toi qui avais raison, tu voulais qu'on se réinvente, bah voilà, je suis prêt, on va acheter cet appartement. Se retrouver, c'est jamais une obligation. C'est une espérance. C'est pas les inséparables ça? Ils ont l'air toujours aussi amoureux les deux. Je pense que c'est l'occasion que tu nous parles de ton film, que tu nous racontes un peu de quoi il parle et où est-ce qu'on pourrait potentiellement le voir. Alors, malheureusement, là, il est sorti il est sorti le 21 février, donc je pense qu'à Paris, il n'y a plus, je crois que la dernière séance, c'était la semaine dernière. Par contre, il circule encore un peu en province et il va sortir en DVD. Parce que là, on est en train de travailler sur les bonus, donc je crois qu'il sort début juin, je crois, en DVD et en VOD. Donc voilà, il y aura ça. Je sais qu'il refait encore un dernier festival en France, c'est à La Ciotat, mais c'est au mois de juin, voilà, c'est La Ciotat. Voilà, après, je pense qu'il y aura encore peut-être des petits projets par là, mais en tout cas, sur la sortie basique, voilà, ça sera en DVD. Et je suis très mauvaise pour pitcher les films en tant que prof de scénario. Je déteste ça. En gros, voilà, le point de départ, c'est l'histoire d'un couple qui a toujours décidé de ne jamais habiter ensemble, même quand ils ont eu un enfant. Et on les prend au moment où l'enfant a 7 ans, donc voilà, et tout va bien. Et voilà, des accidents de la vie font que tout leur mode de vie qui fonctionnait est remis en question pour des questions à la fois matérielles et d'émotions. Et donc voilà, en fait, le point de départ que j'avais eu, c'était dans ma propre vie, puis dans la vie de tous les gens autour de moi, je voyais quand même que la vie de couple, c'est pas forcément ça, même quand on s'aime, et qu'il y a toujours des mesquineries sur le quotidien. Voilà, c'était sur la gestion du quotidien. Et je m'étais dit, mais pourquoi comme c'est si compliqué d'habiter ensemble, pourquoi voilà, je parle pas de quand on est jeune et qu'on n'a pas d'enfants ou quand on est famille recomposée, mais quand on est un couple un peu installé et et surtout quand on veut un enfant, moi, j'ai pas de couple autour de moi qui n'habite pas ensemble à partir de ce moment-là. Et je m'étais dit, c'est quand même bizarre que dans notre société, on a remis en question plein de choses, mais ça reste quelque chose. Alors, c'est pas tabou, mais dans l'ordre des choses, on pense même pas à repenser ça. Voilà, ça va de soi qu'on habite ensemble. Et donc, je m'étais dit, c'est quand même vachement bizarre. Et je m'étais dit, mais je vais inventer un couple. Voilà, j'ai envie de mettre en scène ce couple que je n'ai pas autour de moi. Voilà. Donc, c'était pas du tout de faire un film à thèse en disant je veux défendre cette façon de vivre, mais c'était à partir de ce couple-là
de broder aussi autour. Et donc, je me suis dit, je vais faire vibrer cette question de est-ce qu'on peut s'aimer sans habiter ensemble? Enfin, c'est quoi le rapport entre l'espace, l'amour? Euh, et d'avoir eux et de le décliner autour d'autres gens autour d'eux. Et voilà. Quelles études as-tu fait? Il me semble que tu as fait des études de lettres. Du coup, Exactement, oui, j'ai un parcours très, très atypique et qui était très sinueux. Parce que moi, c'est pour ça que j'aime aussi être prof à la fac, parce que je trouve ça toujours très émouvant de voir une jeune génération et qui sait à son âge ce qu'elle veut faire. Voilà, de voir des jeunes de 20 ans qui disent moi, je veux faire des films. Parce que moi, à 20 ans, voilà, alors je ne sais pas si c'est parce que j'étais provinciale, mais je pense que ça n'explique pas tout. J'avais pas de vision de ce que je voulais faire. Je savais au coup par coup ce que je voulais faire. J'ai toujours été volontaire, mais je ne me suis pas dit que j'allais faire des films ou même que j'allais écrire des romans. En fait, j'ai un peu navigué. Je dis souvent que je naviguais à vue et que c'est comme si les raisons que j'avais de faire ce que j'avais à faire étaient inconscientes et pas forcément conscientes. Voilà, donc c'était un peu particulier. Donc, j'ai fait des études de lettres parce que j'aurais pu faire des études scientifiques, mais j'aimais quand même plus la littérature. Mais je ne savais pas pourquoi je faisais ces études de lettres. J'étais, voilà. Et après, quand je suis arrivée à Paris, il fallait que je gagne ma vie. La vie était chère. Donc, j'ai travaillé quand même très tôt. Donc, j'ai commencé à faire du journalisme aussi pour gagner ma vie. J'ai travaillé dans un cinéma. Enfin, voilà. Donc, je brassais un peu tous les métiers. Et je suis devenue critique de cinéma un peu aussi comme ça. C'est parce que j'aimais. En fait, j'avais une amie qui m'avait dit, qui était plus finaude que moi, qui m'avait dit tu dragues l'écriture. Et en fait, je pense que je ne voulais pas être critique littéraire parce que j'aimais trop la littérature et que ça m'empêchait. Et voilà, donc c'était un compromis. En fait, j'aimais le cinéma, j'aimais l'écriture. J'ai été critique de cinéma et que j'ai fait assez longtemps. Et je pense que le déclic qu'il y a eu aussi pour passer de l'autre côté, entre guillemets, c'est que la dernière émission de critique que j'ai faite, elle était particulière parce que c'était plus vraiment de la critique. C'était une émission qui s'appelait Le Cinéma l'après-midi, une émission sur France Culture. Et le principe que je trouvais formidable, je peux d'autant plus le dire que c'était pas mon idée à moi, c'était Laure Adler et qui m'a proposé de faire vivre ce concept. C'était un peu le masque et la plume, sauf que à la place des critiques, c'était des cinéastes. Donc, c'était d'avoir un petit groupe de cinéastes qui revenaient régulièrement toutes les semaines, à qui je disais, il y a tel film au programme. Et donc, c'était eux qui se prêtaient au jeu critique. Et je pense que de les entendre, à la fois, je pense qu'ils étaient plus durs que des critiques, dans le sens où ils étaient moins naïfs sur des trucs, c'est-à-dire que des choses un peu faciles où des critiques vont dire, mon Dieu, c'est hyper compliqué de faire ça. Eux, ils voyaient si c'était compliqué ou pas compliqué. Et en même temps, donc plus dur, on leur faisait moins, ils étaient moins naïfs. Et en même temps, je pense plus respectueux, entre guillemets, ça dépend des critiques, il y en a beaucoup qui sont aussi très respectueux, mais en tout cas, d'être conscient de ce que ça demandait de faire un film. Donc, il y avait ça qui changeait. Donc, je pense que ces quelques années à leur contact, je pense que ça m'a aidé à franchir le cap de passer de l'autre côté, mais c'était pas encore le cinéma, vraiment à cette époque-là. Et parce que souvent, les gens me disent, mais comment ça se fait que tu as mis autant de temps pour faire ton film? Mais c'est pas que j'ai mis autant de temps, c'est que je n'avais pas envie de faire de film du tout. Donc, j'ai publié mes romans. Et je pense que le déclic de faire un film, ça a été déjà parce que je voulais faire un sujet qui soit plus léger. J'avais une idée un sujet, oui, plus léger. Et à juste titre ou pas, je me suis dit, c'est plus en cinéma que j'ai envie de le faire qu'en littérature. Ça sera plus le média plus adéquat. Ouais. Et puis, je pense que l'envie de cinéma venait quand même aussi de la solitude, quand même, d'écrire. Quand on est, voilà, moi j'adore écrire et j'ai envie de continuer aussi à écrire des romans, mais je pense que quand même que l'écriture de romans, on est seul, quoi. On est vraiment seul et on est seul du début jusqu'à la fin. Alors bien sûr, après on a les éditeurs, on a mais qui arrivent en fin de course au final. Qui arrivent en fin de course et qui n'arrivent pas dans la fabrication proprement dite. Et là, je me suis dit, à la fois les acteurs je suis pas du tout fan des acteurs et tout, mais je trouve que c'est des petites bêtes mystérieuses et ça m'intéressait. Et parce que je me disais, ouais, comment ils font? Comment voilà, donc il y avait quand même ce désir d'acteur et d'actrice qui m'a donné envie de faire du cinéma. Et puis aussi de toute une équipe technique et de se dire, et j'ai pas été déçue quand j'ai fait mon film, c'est-à-dire des gens qui vont vous aider à porter ce que vous avez dans votre tête, alors qu'en roman, vous êtes tout seul. Voilà, c'est vous qui portez du début jusqu'à la fin. Donc voilà comment je me suis arrivée après à faire un film. Mais tout ça pour dire
Donc je conseille pas si beaucoup de futurs cinéastes m'entendent, je leur conseille pas de prendre peut-être autant de détours que moi parce qu'encore une fois, je trouve ça merveilleux de savoir à 20 ans ce qu'on veut faire parce que je pense qu'on va plus vite et tout ça mais en tout cas de ne pas se brimer et il y a pas de passage obligé. Voilà, moi par exemple, je donne des cours de cinéma, je n'en ai jamais suivi un de ma vie. J'ai fait une thèse en cinéma, mais en même temps, en passant par la littérature. Enfin, j'ai tout fait un peu à l'envers et je pense que, voilà, s'il y a peut-être une chose à retenir, c'est de se dire, faut suivre ses envies et puis. Il n'y a pas de parcours type, quoi. Non, je pense pas. Après, il y a des parcours, encore une fois, peut-être plus faciles que d'autres et que peut-être de passer quand même par la FEMIS ou par une école, peut-être que ça fait gagner du temps. Mais moi, j'étais pas dans un truc de gagner du temps, puisque gagner du temps, pourquoi ? Puisque j'ai été en plus heureuse de faire toutes les choses par lesquelles je suis passée. Ton film n'aurait pas été le même si tu serais pas passée par toutes ces étapes-là. Je pense que le fait de ne pas être passée par le parcours même professionnel, d'être sur des tournages, ça moi j'y connaissais rien. La technique, j'y connais rien et je ne connais toujours pas plus. Mon chef-op pense que j'y connais, mais je dis non, je te trompe. C'était un masque. Par contre, je sais ce que je veux. Et j'avais une idée très précise de la mise en scène, des cadres que je voulais, de la lumière que je voulais, des lieux. Et ça, avec mon chef-op, on en parlait beaucoup. Mais lui, voilà, je lui disais, je veux ça. Et après, je le laissais un peu se débrouiller. Enfin, voilà, comment y arriver. Mais voilà, après, je comprends qu'on puisse être passionné par la technique. Donc, tout ça pour dire, oui, ça ne m'a pas pénalisé à cet endroit-là. Et effectivement, je pense que moi, qui suis quelqu'un d'assez... Je pense que sur le tournage, en plus, le tournage de mon film a été assez particulier parce qu'on l'a fait avec peu de... On avait peu de temps, peu de moyens. Je pense que, pour le coup, j'avais une maturité peut-être plus humaine que je n'aurais pas eu peut-être à 25 ans et qui faisait qu'à la fois je savais ce que je voulais mais que j'étais pas forcément je pense que le plateau je savais le tenir mais sans être dans un excès d'autoritarisme parce que j'aurais pas eu confiance en moi ou au contraire d'être trop timide. Donc je pense que voilà, à cet endroit-là ça oui, sans doute que ça m'a aidée. Je pense qu'on va revenir un peu plus en détail du coup sur la fabrication du film par la suite, mais on va dans un premier temps plutôt se pencher sur le scénario. Nous, on s'est connus à la fac puisque l'année dernière, vous me donniez des cours du coup dans le cadre d'un atelier dans lequel on amenait un scénario et du coup sur lequel vous me faisiez des retours comme un script doctor finalement. Ça a l'air d'être quelque chose qui vous intéresse aussi beaucoup, d'aider des jeunes cinéastes à exprimer leurs idées, de leur permettre de corriger des choses pour... Oui, là encore, c'est comme dans un parcours, je pense qu'il n'y a pas de règles. Oui, c'est sûr. Enfin, qu'il y a des bases, et voilà, et que je ne suis pas du tout contre lire des manuels de scénario, je les ai toujours, mais qu'après, si elles ne nous conviennent pas, on peut complètement les détourner. Et qu'un scénario de Bruno Dumont ne ressemble pas à un scénario de Spielberg qui ne ressemblera pas à celui de Lynch. Le scénario, le mieux, c'est celui qui vous ressemblera, en fait. C'est celui... Et oui, c'est vrai que j'adore ça, parce que je trouve ça déjà aussi très émouvant. Alors, encore plus effectivement dans le cadre effectivement de l'université parce que c'est souvent les premiers films. C'est pas que c'est moi qui décerne la bonne parole en disant il faut faire comme ci comme ça. C'est que tout le monde s'exprime sur le projet des uns et des autres et que je dis toujours celui qui a le plus raison dans le cours, c'est celui sur un scénario, c'est celui qui parlera le mieux, qui inspirera le mieux le scénariste du projet. Donc c'est qu'il faut après il ne faut retenir que les remarques qui vous nourrissent. Et que ça soit la mienne ne vaudra pas plus. Enfin voilà. Moi, mes étudiants, je les connais. J'ai l'impression que je les connais assez bien et très vite parce que quel est le médium le plus merveilleux et le plus intime que l'écriture. Donc c'est aussi pour ça que j'aime ça. C'est-à-dire que je vais pas donner cours à des anonymes. Tout de suite, il y a un lien qui se crée et ça, j'adore. Sur le côté, les règles d'écriture dont se peut se passer, moi, il y a quelque chose qui m'avait pas mal marqué, c'est que dès les premiers cours, vous nous aviez dit qu'on n'était pas obligé de suivre des règles de scénario, qu'aujourd'hui, il y avait de plus en plus de projets choisis par des productions qui étaient des projets qui suivaient pas forcément des règles dramaturgiques. Et donc, du coup, il y avait vraiment cette volonté de nous laisser libres tout en nous aidant à faire en sorte que le scénario se tienne à la fin et que voilà, on puisse en faire quand même quelque chose. Oui, moi je crois aux rencontres et aux bons producteurs sur lesquels vous allez tomber, aux bons acteurs, bonnes actrices. Après, si on regarde le marché de façon très objective et chiffrée, sinon on repart se coucher tous, enfin moi par rapport à mes projets, parce que c'est quand même très normatif et voilà, on entend quand même des trucs. Voilà, moi mon projet par exemple a été recalé dans quasi toutes les commissions parce que sur la question des enjeux,
Voilà, donc je pense quand même que c'est assez compliqué si on est un peu en dehors des clous, de faire des scénarios. Mais en plus, il y a des gens qui sont dans les clous, qui font des très, très bons scénarios. Et puis ceux qui sont pas dans les clous, bah, si leur désir, il est là, ils y arriveront. Enfin, c'est Donc la base, c'est quand même le désir, c'est vraiment l'envie de porter ce scénario et de faire en sorte aussi d'admettre qu'il peut y avoir des choses qui sont moins toutes faites, des choses moins ordinaires ou qu'on trouve dans les scénarios classiques, mais trouver la force de ce scénario-là pour quand même faire en sorte de Ah oui, convaincre des moi je pense producteurs. vraiment, mais ça, je crois que je vous l'ai martelé, 150 fois, c'était la question du désir. Hmm. C'est vraiment je pense que c'est ça qui est primordial parce que ça, personne pourra vous l'enlever et C'est sûr. que si, voilà, vous avez des difficultés pour faire votre film et tout ça et bah, vous pourrez pas vous dire après: «En plus, je me suis battue et puis ça mon film ne ressemble pas à ce que je voulais faire» et heu et puis si on fait ce métier, c'est quand même pour ça. Sinon, si c'est, alors après, j'ai aucun mépris sur des choses parce que le désir, il peut être vaste. Le désir, c'est pas simplement d'une singularité, d'exprimer quelque chose de très personnel. Le désir qu'on peut avoir aussi et ça, je trouve qu'il y a des scénaristes qui arrivent vraiment alors j'aime pas le mot faiseur parce que c'est péjoratif, mais qui savent fabriquer, se mettre au service de quelque chose et faire des choses qui sont très efficaces. Donc si c'est votre désir, voilà, là encore, il y a pas de honte d'aller là-dedans. Mais voilà, c'est de pas perdre ce qu'on a envie de faire C'est sûr. et voilà. Qui faisait que l'année dernière, on avait beaucoup de scénarios. Il y avait à la fois quelqu'un qui faisait un péplum, quelqu'un qui faisait de la science-fiction. Enfin, vraiment, chacun avait son univers. Moi, j'étais plus dans quelque chose d'horrifique. Enfin, finalement, ouais, on avait tous un peu suivi nos envies et nos envies de jeunes des années 2000 peut-être aussi, Oui, bien qui changent sûr. peut-être de ce que vous auriez vu il y a 10-15 ans, je sais pas. Mais non, c'est sûr, c'était hyper intéressant d'avoir ce cours pour cette raison-là. En fait, moi, je voulais un peu revenir à ce que tu disais par rapport, au fait que tu as commencé, que tu viens du coup, de l'écriture, de la littérature plutôt et je trouve ça super intéressant que tu sois, passé du coup de l'un à l'autre, donc de l'écriture, littéraire au scénario. Je voulais savoir un peu les différences que tu trouvais. Est-ce que parce que du coup, il y a quand même un côté solitaire dans les 2 cas, peut-être un peu moins dans le scénario parce qu'on est beaucoup plus suivi à toutes les versions, il y a de la relecture par exemple? Puis moi, j'avais un collaborateur au scénario, c'est-à-dire que, OK. c'était pas vraiment c'était pas un scénariste, enfin, il est pas crédité scénariste parce qu'il a pas écrit et parce que Mmh. c'était mon projet, que c'était toutes mes idées mais c'était un cob la vraiment, c'était hyper précieux parce que dès que parce que je sais enfin, moi, je suis comme ça, c'est que quand j'écris, je supporte pas l'attente, d'un producteur qui va mettre Ouais. enfin, pour moi, ça représente 150 ans, des fois, ça peut être que 2 jours, mais voilà, on a moi, je sais que je suis comme ça, je suis à la fois, il faut qu'on me foute la paix, mais C'est sur le d'avo moment, voilà il y a la et quand l'envie, j'ai envie de parler, mmh mh. voilà, il fallait et lui était tout le temps disponible Ouais. sur tester quelque chose, sur rebondir, et ça, oui, ça, je Mmh. trouve que c'est intéressant, mais c'était pas la question que tu allais C'est poser. pas grave, c'est intéressant quand même. Même si on passe pas par les étapes, parce que ça aussi, je pense que, on peut passer par les étapes ou pas, c'est-à-dire de faire un synopsis court, un synopsis plus long, un Mmh mh. séquencier, puis après Sûr. le dialoguer. Voilà, ça peut être comme ça, mais des fois, c'est pas comme ça. Mais c'est vrai que du coup, il y a quand même il y a quand même plus d'étapes, à partir desquelles on peut faire intervenir des gens, que ça soit effectivement un scénariste, un Mmh mh. producteur, voire un acteur ou une actrice alors qu'en roman, j'ai l'impression que c'est compliqué de faire lire, si on peut faire lire 30 pages comme ça pour se Mmh mh. rassurer et tout, mais après je pense que oui, je pense que ça se fait vraiment beaucoup plus, seul. Oui. Mais il y a quand même un aspect très, solitaire dans le scénario, au moins au début, par exemple, ne serait-ce que pour trouver l'idée. Je sais pas comment toi tu fonctionnes quand tu cherches des idées de scénario? Est-ce que c'est une envie qui vient de toi, tu sais, par exemple une sensation? Oui, Ou est-ce que c'est tu vois, par exemple, tu lis des choses, tu te renseignes, pour développer tes idées? ça dépend, c'est souvent effectivement une sensation qu'on peut avoir ou quelque chose qu'on enfin oui, soit de Mmh l'époque, mh. soit autour de soi, soit puis après je pense qu'on a des obsessions quand même dans la vie, on se retrouve on pense quand même que on fait quelque chose de très différent, puis après moi je vois que quand même les choses reviennent donc moi j'aime quand même je sais que les sujets de prédilection sont quand même souvent le rapport à l'intime, à l'amour, au couple. J'ai une obsession aussi sur le rapport à l'espace. C'est aussi pour ça que j'avais envie de faire un film. C'est parce que dans mes romans, il y avait déjà ça et je me disais quand même l'espace, c'est quand même une question de mise en scène. C'est sûr. Ouais, ça peut être une sensation aussi. Là, par exemple, aujourd'hui, c'est bon, de toute façon, je raconte quand même beaucoup des histoires d'amour, mais là, par exemple, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, que je trouve à la fois passionnant, je trouve que tout ce qui se passe sur, ce qu'on appelle la fameuse libération de la parole et tout ça, je trouve ça très, très passionnant et en même temps,
je trouve ça très anxiogène c'est qu'on a envie moi j'ai aussi envie de penser un peu à l'après et de faire attention à pas se figer dans une guerre de tranchées où il y aurait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les victimes, les bourreaux, je trouve que encore une fois, c'est super de parler de tout ça et qu'on peut encore en faire des milliards de films et des milliards, mais que pendant ce temps-là, j'ai l'impression qu'on désinvestit vachement le territoire de l'amour et voilà, moi ça, c'est des choses qui déjà ça m'apportait avant, mais là j'ai encore plus envie de réfléchir là-dessus, sur voilà et de se dire, non pas du enfin voilà, que fort de tout ce débat qu'on a aujourd'hui, de toutes ces questions, de toutes ces remises en question, de se dire: «Eh ben, comment on va pouvoir penser l'amour avec ça?» voilà, c'est pas du tout de revenir à mais c'est de se Mmh. dire: «Fort de ça, nourri de cette prise de conscience, voilà, qu'est-ce que va devenir l'amour, quoi?» Tout le monde est très différent, surtout dans sa façon d'écrire ou de commencer un scénario. Il y en a beaucoup qui prévoient tout, qui ont des milliers de carnets, qui écrivent tout et qui après se lancent, qui font des fiches personnages, etc. Il y en a au contraire qui font un premier jet et puis qui le retravaillent. Toi, comment tu travailles ton scénario? Moi, souvent, je prends des petites notes. Quand je suis dans la période où il faut pas j'aime pas écrire trop tôt, c'est de prendre justement des notes, des petites phrases qui me viennent, bah, voilà, parce que j'entends quelqu'un à la radio ou parce que je lis, moi, je lis beaucoup aussi de romans. Donc c'est souvent des phrases comme ça ou tu parlais tout à l'heure d'écrire aussi avec des sensations, voilà, parce que moi, je crois beaucoup aussi à l'humeur, à la à l'énergie et par exemple, moi, des fois, les personnages, je me dis, plus que de les penser en termes de psychologie, c'est plus en termes, ouais, d'énergie, de résonance. Voilà, ça me parle, plus des fois que de dire, «Il fait ceci, il a ça comme caractère», voilà, c'est plus des touches de couleurs comme ça. Donc oui, je prends des notes, même si après ça va pas être les acteurs que je vais prendre au final, enfin ou qui voudront. Je pense qu'aussi beaucoup en termes de personnages, oui, d'acteurs, qui m'inspirent. Tu projettes un peu tes personnages que tu écris, sur des Ouais, en personnes tout cas, existantes? oui, en tout cas, ça Mmh. peut me donner envie d'écrire. OK. Quelqu'un, une personnalité donc il y a ça aussi. Est-ce que pendant que tu écris, ça se joue dans ta tête en même temps et tu le couches après sur le papier? Alors je dirais pas que ça se joue, mais je pense qu'il y a de l'image. Par exemple, aussi on me disait, mais ça moi j'en avais pas conscience, que mes romans étaient très visuels. Souvent on m'a dit OK. ça, très cinématographiques. Donc sans doute que j'ai une c'est compliqué. Je parlerais plus que j'ai parce que je comprends, hein, qu'on dise que j'ai une écriture visuelle, OK. mais moi, j'ai l'impression que quand j'écris, je vois pas forcément, mais je ressens. C'est plus D'accord. nébuleux que ça. Plus nébuleux que ça. Je suis myope, alors c'est peut-être pour ça. Mais je trouve ça vraiment passionnant. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper intime, la façon dont on écrit. Et j'aimerais tellement être une petite souris pour voir comment chaque scénariste écrit. Il y a aussi des gens qui, par exemple, moi, quand je lis, je vois des images. Il y a un film qui se passe dans la tête. Il y a des gens, ils voient que des mots sur le papier. Ouais. Je trouve ça dingue. Enfin, j'arrive pas à le concevoir. Agathe, t'es quand même celle qui écrit le plus entre nous trois. Est-ce que tu as une façon de travailler ton scénario différent de celui de Claire? Parce que j'ai l'impression que tout le monde travaille de façon hyper différente et je trouve ça tellement intéressant. Moi, j'aime beaucoup travailler en termes de contraintes avec des sujets. Par exemple, je me donne un sujet que j'ai envie de traiter et après je l'entoure de contraintes. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, je m'écris des mots, pas forcément au hasard, mais des mots qui m'intéressent, que j'ai entendus, que j'ai bien aimés. Ça peut être des thèmes, ça peut être des couleurs, enfin, je mets des thèmes autour de ce sujet que j'ai envie de traiter et ensuite je me concentre sur ça et je développe une histoire à partir de ça qui me plaît et je la recommence tant que ça me plaît pas, tant que ça me paraît pas intéressant et j'écris Hyper intéressant. des dizaines et des dizaines de mini enfin, c'est 3 lignes, hein, vraiment, 3 lignes par rapport à ce cercle et ensuite, quand j'ai trouvé, la perle rare, en tout cas que j'apprécie le plus, je l'écris, bah, moi je fais un jet et après je le retravaille pendant 2 ans. 1 an, 3, 6 mois en fonction de la taille du projet. Mais ça, c'est pour mes propres scénarios. Quand c'est des demandes, je travaille en général, de manière beaucoup plus institutionnelle avec, le client ou, la boîte de production et cetera. Mais quand c'est pour mes projets, un peu comme ce que tu es en train d'exprimer avec ton Oui. projet, je fais une petite boule de mots et je la développe. Je la déplie. Et toi, Claire, tu fais beaucoup de versions ou pas? Parce que Agathe parle de le réécrire encore et encore et je suis un peu comme toi, j'ai un film, ça fait 3 ans que je l'écris. Ouais. Mais est-ce Bah, que c'est toi, souvent le problème. Alors après, moi, je suis. C'est pour ça que je suis pas une puriste en termes de scénario, parce que je pense que c'est vraiment. C'est quand même un outil, quoi. Et je pense quand même, et là, il y a quand même pas mal de personnes qui pensent ça, c'est que le fait que
c'est super, hein, toute la façon dont le cinéma se finance et tout, mais je pense quand même que ça se finance sur, les scénarios. Voilà et les scénarios ne devraient être que des outils pragmatiques pour penser votre film, dans le meilleur des mondes. Mais aujourd'hui, c'est l'outil pour séduire les gens, pour séduire les commissions, Ouais. donc il faut être un peu dans les clous et je pense que ça, voilà, ça je trouve ça un tout petit peu dommage et donc oui, de réécrire. Alors, moi sur Double Foyer, oui, j'ai écrit, il y a eu quand même beaucoup de versions et je sais que mon Louis Stéphane-Ulysse qui est écrivain aussi et scénariste, donc qui a été collaborateur sur ce projet, il dit toujours que, quand il y a après le premier jet, il dit: «On peut améliorer 20 mais pas plus». Et moi, je pense qu'il a pas L'âme du tort. projet est déjà là. Parce que bien sûr que vous allez avoir et puis alors dans les commissions, on va dire: «Ah oui, ça c'est vraiment mieux». Mais on a envie de dire: «Oui, c'est vraiment mieux parce que c'est nouveau aussi, parce que c'était Mmh. pas là avant» et moi, par exemple, sur le film, il y a des choses que j'ai rajoutées parce que les commissions disaient: «Oui, mais alors le personnage», et donc j'ai rajouté des petites choses dont j'étais convaincue, hein, quand même, quand je l'ai fait, pour, muscler un peu, des personnages et en fait, tu te rends compte au montage et ben, que même si tu l'as fait avec, voilà, que j'ai pas Conviction. été contrainte et Mmh. conviction, et ben, ça ne rentrait pas dans le film et il a D'accord. fallu se dépatouiller au montage pour couper ce que j'avais rajouté pour que les commissions soient contentes de que ça Mmh. tenait un peu la route. Mmh. Donc je trouve ça assez compliqué et donc c'est pas de pas travailler, hein, du tout, du tout, du tout, parce que sinon, Sûr. je vais passer ça à mes étudiants et puis ils diront: «Non, on réécrit pas». Donc je pense qu'il faut aller au maximum d'un scénario vraiment, mais c'est pas sur le maximum, c'est-à-dire de soi-même, de connaître le mieux possible son histoire et d'avoir été au bout. Mais après, de peaufiner, de faire des trucs les pieds au mur pour que le scénario tienne plus, j'y crois pas tant que ça parce qu'encore une fois, je pense qu'il faut lui laisser une souplesse qui fait qu'après, on puisse faire rentrer, et ben, l'incarnation par les comédiens, par les décors, par les costumes, De toute façon, il y a au minimum 3 écritures. Il y a le scénario, il y a le Oui. tournage et il y a le montage. absolument. Le scénario, au départ, ressemble pas du tout au film final, Mmh. souvent, Sûr. Où qui on est le quand même retrouve, différent. où On le on peut retrouve, retrouver ouais. des choses et après je pense qu'en plus, là on parle de choses, je pense que chaque projet est différent, même d'écrire, il y a des projets qui s'écrivent pas de la même façon suivant, la nature du projet, mais je pense aussi suivant la période de nos vies, aussi de Clairement. comment des choses, je pense qu'il y a des projets qui s'écrivent dans une urgence plus intime que d'autres. C'est pas pour ça que l'autre film ne nous intéressera pas, mais je pense qu'il y a des choses, oui, on n'est pas mû par les mêmes énergies quand on écrit, certains Ouais, je suis projets. d'accord. Et à ce sujet d'ailleurs, est-ce que vous aviez, j'ai vu que vous aviez fait un court-métrage du coup en 2010, mais avant ça, est-ce que vous aviez écrit d'autres scénarios? Est-ce que, justement le court-métrage était le premier? Est-ce que, Alors ça, en vous en plus, avez écrit c'était, d'autres que Double justement, Foyer? c'était en 2010. Je l'ai en fait co-réalisé avec mon cousin Mmh. qui s'appelle Christophe Beauvais et dont je suis très proche et donc moi, j'écrivais mes romans et lui, en fait, avait envie de faire le cinéma l'intéressait et il m'a dit: «Oui, mais je veux pas le faire tout seul, j'aimerais, qu'on fasse quelque chose ensemble» et moi, je lui disais: «Mais moi, ça m'intéresse pas du tout le Mmh. cinéma, je veux pas écrire de scénar» et puis bon, comme je l'adore, je lui ai dit: «Bon, écoute, on y va» et donc on avait écrit un scénario de long, on avait trouvé un producteur mais on voulait pas réaliser. Le producteur nous a dit: «Si, c'est à vous de réaliser, mais il faut faire un court-métrage pour vous Mmh. montrer» et donc ce court-métrage, on l'a fait, qui a en plus circulé, qui a eu des prix, qui a Il y été avait acheté. Françoise Lebrun dedans en Ouais, plus, Françoise donc du coup Lebrun. quand même, Ouais. Mais oui, mais on l'a fait avec 0 argent en D'accord. une journée et en fait, ça devait être une maquette et puis comme on s'est bien débrouillé, parce qu'on l'a fait, avec quand même des techniciens professionnels, dont mon Mmh. chef-op que j'ai retrouvé après. Donc ce court-métrage, en plus, c'est plus, Christophe on l'a écrit tous les 2, mais vraiment, il a été très moteur dans l'écriture parce que c'était lui qui voulait qu'on fasse ce film. Donc voilà, on a écrit ça, mais alors là, l'écriture de ce court-métrage, c'était un peu particulier. Tu parlais de contraintes tout à l'heure, le producteur avait dit: «Il faut que vous écriviez quelque chose qui donne, matière à mise en scène, puisque ce qu'on va prouver, c'est que vous avez des idées de mise en scène». Mmh. Donc on avait fait, il y avait beaucoup de dialogues, mais il y avait aussi des déplacements, il y avait enfin voilà, il y avait ces contraintes de pouvoir montrer à travers ce court métrage
qu'on avait, voilà, Ce que vous aviez dans le ventre. Voilà, exactement. D'accord. Et par rapport à ça, du coup, est-ce que dans votre scénario pour Double Foyer, vous aviez beaucoup d'éléments de mise en scène ou vous étiez plus dans le dialogue puisque c'est un film qui parle beaucoup. Oui, je me suis pas posé la question de la mise en scène, mais ça, moi, souvent, je le dis. Alors après, je pense que c'est vrai et c'est pas vrai. Mais quand même, je pense qu'en termes de scénario, faut pas trop devancer la mise en scène parce que je pense que chaque étape, comme tu le disais, chaque étape est une écriture. Donc, si on commence déjà à parler de la mise en scène alors qu'on n'a pas écrit son scénario, je pense qu'on brûle les étapes et que c'est dommage parce qu'on n'éprouve pas jusqu'au bout la potentialité des idées que peut donner l'écriture de scénario. Donc, je pense qu'en termes de scénario, il faut vraiment rester sur le scénario. Mais après, l'expérience de ce premier film, je pense quand même qu'il y a des choses qu'on aime plus ou moins tourner. Et je pense que quand même, on peut peut-être des fois devancer dans un scénario de se dire ça, j'aurais pas envie de le filmer. D'accord. Et peut-être que des fois, peut-être on peut un peu penser à ça, se dire, même sur les lieux, en fait, peut-être tout bêtement, des fois se dire, non, ce lieu-là, ça va pas m'inspirer. Donc voilà, peut-être qu'à cet endroit-là, Donc plus on que peut des devancer. manières de poser son regard du coup avec une caméra, c'est plutôt ce que vous allez retirer, ce que vous voudrez pas aborder avec le film, quoi, du coup. Voilà, oui, moi je pense que de penser, c'est bien sûr qu'on peut avoir des idées et puis après ça dépend de chacun. Moi je sais que voilà, si tu as déjà ton film dans ta tête, bon bah tu l'as dans ta tête et Personnellement, j'ai tendance à visualiser mon film Ouais. en l'écrivant et du coup c'est pour ça aussi. Ouais, que mais je je pense précise. qu'il faut par contre l'écrire sans montrer cette visualisation-là, parce que c'est hyper. Déjà, un scénario, c'est quand même. Moi, je trouve ça très, très ennuyeux à lire. C'est sûr. Enfin, c'est laborieux. Non, mais c'est vrai, c'est fastidieux. Si en plus la personne, elle vous pollue avec ses mouvements de caméra, c'est pas possible. Ça, Non, moi, non, je c'est faisais sûr. la chasse à ça Mais il en peut y avoir cours. tendance à vouloir ajouter un peu des sensations, par exemple, qui Ah se oui, ça, rapprochent d'un c'est- personnage et Ah oui, qui mais ça, vont c'est très induire qu'on est à différent. côté d'un personnage ou qu'on est en plan large un peu. Enfin, Oui, mais oui, mais c'est très différent dans un scénario d'écrire il est oppressé, par la personne à côté de lui, que de dire gros plan sur Non, la c'est sûr. personne qui l'oppresse. Vous C'est voyez. sûr. À mon sens, C'est- c'est deux documents différents, le scénario et le découpage technique. Bah, Et bien sûr. faut éviter Bien qu'ils sûr. se rencontrent, quoi. C'est sûr. Moi, je pense. Parce qu'en plus, de ma toute petite expérience là, c'est que, quand vous avez votre scénario et que vous faites le découpage technique, ça va nourrir. C'est-à-dire que vous allez rebouger des choses et que vous allez découvrir des potentialités que vous n'aviez pas forcément, au scénario, de vous dire: «Ah oui, donc si quand même ce qui se joue dans cette scène-là en termes d'espace et ceci, cela», vous voyez, ça vous permet de l'exploiter autrement, alors qu'en scénario enfin voilà, oui, je pense qu'il faut vraiment chaque chose en son temps. Je suis script doctor sur quelques petits projets et souvent il y en a qui me demandent d'essayer de réfléchir en termes de budget, de financement, leur scénario. Est-ce que toi tu fais ça avec quand on parle avec tes élèves ou est-ce que tu as réfléchi aussi au budget du film avec peut-être les lieux À l'écriture. Alors à l'écriture, Excuse-moi, à l'écriture, oui. alors je réponds d'abord à la première question qui est avec les étudiants. Je leur dis toujours de pas enfin, quand je les ai là, parce que je les ai en M1 et après en M2, ceux qui continuent. En M1, j'ai plutôt tendance à dire, allez-y, parce que moi je ne donne pas de De contraintes. Non. voilà, tu serais malheureuse avec moi, parce que moi 0 contrainte. Non, mais je me les mets toute seule. Voilà, c'est ça. Je mets pas de contrainte de sujet et je dis toujours, c'est pas du tout parce que je suis une prof sympa, parce que je trouve que c'est à la fois, oui, ça peut être de la liberté, mais en même temps, c'est la chose la plus difficile. Ça rejoint la question du désir. C'est de dire, moi je dis toujours que le plus gros travail, c'est de savoir sur quoi on a envie d'écrire. Alors quand je dis sur quoi, c'est pas un sujet théorique et tout, mais là où, à l'endroit où on veut aller, où nous emmène notre désir. Et je pense que quand on a trouvé l'endroit, le film il est quasi fait. Enfin, même si vous avez rien écrit. Vous voyez, c'est parce que puis aussi c'est de se dire souvent on va y passer quand même des années, donc on a intérêt à l'aimer son sujet, parce que si au bout d'un an, on commence à être lassé. Donc voilà, donc je ne mets pas de contraintes dans l'écriture du scénario, donc ni sur le sujet, ni sur. Je leur dis, ne vous brimez pas en vous disant oui, mais si ça se passe à l'autre bout du monde, ça va être trop cher, ou parce qu'il y a des dinosaures et tout ça, je ne sais quoi. Donc je leur dis, ne vous posez pas la question. Après, en M2, je leur dis, vous pouvez ne pas vous poser la question, mais je vous conseille de vous la poser. Gardez-le en Parce tête. que je trouve que c'est important, quand ils sortent du M2, que le scénario qu'ils ont écrit avec moi, il puisse être facilement réalisable. Parce que je trouve que c'est quand même, voilà, c'est aussi
Le truc de se dire, ben voilà, j'ai un scénario, je vais pouvoir tourner et je vais pouvoir avancer et séduire des producteurs. Bien Et, sûr. donc souvent, je disais, faites attention, essayez, sauf si vraiment c'est au-dessus de vos forces, de penser à ce que ça soit assez facilement réalisable. Voilà, donc plutôt que d'être sur la Lune, Peut-être tourner dans un terrain la vague maison derrière, de vos parents, ou enfin tu vois? voilà, sans aller jusque-là. Donc d'intérioriser un tout petit peu ça, mais voilà, en disant ça doit venir en deuxième. Il faut pas que ça masque le rapport au désir, parce qu'en plus, je pense que ça peut être pernicieux. Des fois, les gens vont vous dire: «Ah oui, oui, bon, bah, j'ai fait ça, j'avais profondément un autre désir, mais je me suis mis les contraintes et tout ça». Donc là, au moins, on n'a pas l'excuse de se dire: «J'ai écrit ça parce que j'avais pas les moyens de faire autre chose». Non, tu es au scénario, tu peux écrire ce que tu veux. Donc voilà, c'est un peu à 2 vitesses. Et pour mon film, alors effectivement, on a parlé tout à l'heure de réécriture. J'ai oublié effectivement celle-ci, qui est que donc on avait le scénario et puis on avait un budget, on avait ciblé un budget qui s'est amenuisé, voire effondré au fil des mois. Et donc, si on voulait faire le film, ce qu'on a vraiment fait avec presque rien, c'était soit on le faisait avec ce presque rien, soit on le faisait pas. Et donc, le faire avec ce presque rien, c'était effectivement, on n'avait que 4 semaines de tournage. On n'avait pas. Donc, qui dit 4 semaines, c'est non seulement on peut pas avoir, on allait avoir moins de lieux possible, et puis c'est des déplacements aussi de changer de lieu. Donc, j'ai condensé, j'ai réécrit le scénario pour qu'il rentre dans le plan de travail et qu'il rentre dans le plan de budget de financement. Et par exemple, ça veut dire aussi fusionner des personnages. Peut-être. J'avais voilà, D'accord, OK. de couper des scènes. J'avais par exemple dans le film, il y avait des scènes d'école. Ça coûte hyper cher, parce que vous avez les figurants, tout ça, vous avez les enfants à gérer. Déjà, j'avais un enfant. Donc tout ça, j'ai réécrit. Mais alors curieusement, mais alors ça, je pense que c'est aussi le bénéfice de l'âge. J'ai pris ça comme un amusement et alors après, je pense que c'est à la fois l'âge et à la fois peut-être aussi une question de caractère. Je ne me sentais pas frustrée. Au contraire, moi, ça m'amusait quand on me disait je me suis extrêmement bien entendue avec mon premier assistant, et des fois, je comprenais que dans son plan de travail, ça l'arrangeait, que je disais, ne t'inquiète pas, je vais réécrire pour que cette scène, on puisse. Et les meilleurs réalisateurs. Voilà, mais je ne vivais pas ça comme une contrainte. C'est que je faisais. Alors, une fois, j'avais dit à mon chef parce qu'il me dit, oh, mais t'es incroyable là-dessus, tu fais jamais la gueule là-dessus. Je dis, t'inquiète, je la ferai sur autre chose. Mais je lui disais, et j'ai eu cette phrase, je lui dis, il faut faire confiance au réel. Et au début, il a compris que je disais, il faut faire confiance au réel. Il s'est dit, je dis, non, au réel. Et c'est-à-dire que si je devais faire avec ça, j'allais trouver une idée qui allait, j'allais pas dire que ça allait être génial, mais qu'elle allait aller dans le sens de ce que je voulais raconter. J'étais vraiment persuadée que voilà, je pensais pas en termes de « Ah mon Dieu, il va falloir que je fasse le deuil de ceci ou cela ». Mais après, moi, je pense que je suis comme ça dans la vie aussi pour tout. C'est de se dire, c'est pas la question de faire le deuil, c'est ça, au final, ça sera mieux. On va en faire quelque chose. Et au final, ça sera voilà, dans l'esprit de ce qu'on voulait faire, donc il n'y a pas de souci. Ok. Ça me fait penser ce que tu dis sur le désir et de penser peut-être à une réécriture vis-à-vis du budget en second plan, à un conseil que du coup Astrid, qui est une directrice de production et qu'on a reçue dans les épisodes précédents, m'a donné, parce qu'il y a un scénario que j'écris depuis 3 ans et je me dis comment je vais faire ce truc-là, parce que fantastique, etc. Et elle m'a dit, écris tout ce que tu veux et après on réduira en fonction des moyens, et ça m'a tellement aidée en fait. Oui, parce dire ça, quoi. que quand elle te dit ça, ça veut dire que toi, tu vas aller jusqu'au bout de ton idée. Et si ton idée, elle est solide, et si tu la désires toujours autant, elle sera malléable. Donc, tu vas trouver les solutions. Si dès le début, tu la mutiles, donc tu mutiles, en plus de toute façon, après, ça sera quand même, de toute façon, il faudra encore faire des efforts. Tu vas essayer d'aller au bout de quelque chose qui est mutilé. Alors que là, c'est pas que tu vas mutiler ton idée, c'est que tu vas essayer de sublimer. Voilà, la sublimer. Voilà, exactement. Une bonne script doctor, elle donne de la pêche. C'est vrai qu'un film peut être nourri de ses contraintes. On voit beaucoup d'exemples de films qui ont été justement sublimés par leurs contraintes, notamment Les Dents de la Mer, dans lequel Steven Spielberg, ne pouvant pas tourner autant de plans avec le requin qu'il voulait, du coup a refait le film de façon à montrer beaucoup moins le requin, et ça a été d'autant plus impactant. Oui, parce après, en plus, on cherche d'être plus efficace, oui, en termes de sensations. malin, Donc, oui. on condense les choses. Et puis, je pense que c'est quand même... ouais, et puis encore une fois, je pense que c'est comme dans la vie. On n'a pas tout ce qu'on veut, et non seulement c'est pas grave, mais c'est bien. Tu disais qu'il y avait qu'on écrivait différemment, avec des vitesses différentes, etc., en fonction des périodes de nos vies, etc. J'ai un film qui était très court, que j'ai écrit en 3 jours, parce que
je sais pas, il m'est venu et c'était un film de pirate. J'avais envie de faire un film de pirate. On était aux Canaries, donc je l'écris en 3 jours parce que les plages, machin. Et au contraire, il y a ce film-là, donc avec ce conseil de écrit sans penser au budget, ça fait 3-4 ans que je le tire derrière moi. Et en fait, il y a quelque chose de très intime dans ce film où on me dit tu fais semblant de l'écrire. Parce que l'écrire avec mon cœur, ça voudrait dire que si je le montre et qu'on le rejette, j'aurais un rapport tellement fort. En fait, j'ai un rapport tellement fort avec ce film que c'est comme si on me rejetait moi. Est-ce que quel est toi ton rapport avec tes scénarios? Est-ce que c'est aussi intime ou pas? Ou les livres. Bah, Ou les livres. oui, ou les livres. Bah oui, bien sûr. Oui, le truc intime. Mais alors, est-ce que toi, juste, je rebondis sur quand les gens te disent tu fais semblant de l'écrire, tu trouves qu'ils ont raison ou... Oui, totalement. Oui, je tourne un peu autour du pot et je vais pas au fond de mes sujets parce que c'est des sujets qui sont très personnels, même si je les traite avec des monstres, etc. et que personne va comprendre ma propre histoire à travers ça, ça l'est quand même. Du coup, j'ai peur d'aller dans le vif du sujet, de vraiment l'écrire parce que c'est un peu c'est du fantastique, un peu horreur, et j'ai peur d'aller vraiment dans la violence de mes propos, etc. Et du coup, je tourne complètement autour du pot et mes amis proches qui relisent ce scénario sentent bien qu'en fait, je touche quelque chose en surface. Il faut que tu écrives autre chose, une chose peut-être plus modeste en apparence. C'est ce que je fais. Et ils me disent, t'as un gros univers et on le sent. Et en fait, tu vas pas jusqu'au bout parce que t'as peur de le dévoiler, quoi. Alors qu'en fait, c'est en y allant à fond qu'il est intéressant. Oui, et puis je pense qu'à un moment, mais là aussi, c'est peut-être quand on est un peu plus vieux, je sais pas, moi, mais alors, j'ai plus ce rapport intime à faire lire, c'est-à-dire que, moi, en plus, dans les romans, j'ai passé un cap parce que j'ai fait beaucoup d'autofiction, et donc, et j'ai un rapport paradoxal à l'écriture, c'est-à-dire que je pense que je peux être très pudique dans la vie, et par exemple, on me pose une question intime, ça peut vraiment des fois m'agacer en disant occupe-toi de tes fesses, alors qu'ils auront la réponse dans le roman d'après. Mais pour moi, l'écriture, c'est-à-dire que quand des fois, quand les gens racontent des choses dans la vie, je trouve que c'est du ragot, enfin, vous voyez, ou des trucs d'impudeur et tout. Ils peuvent revenir à la charge. Pardon ? Ils peuvent revenir à la charge avec des questions, alors qu'un roman, une fois qu'il est écrit, ils n'ont pas moyen de... Oui, et puis je trouve que la littérature, enfin la création, c'est pour ça, peut-être c'est ça qu'il faut que tu te dises, c'est que même si tu dis que tu te caches et tout ça, mais même si tu disais les choses de but en blanc, moi j'ai cette foi, mais peut-être que je me raconte ça pour justement ne pas avoir cette peur-là, que ça résonne à un autre endroit. Donc de toute façon, ce que je dirais dans la vie et ce que j'écris dans un roman, même si c'est la même chose, je ne vais pas me dévoiler de la même façon. C'est pas le même... c'est pas le même registre, c'est pas le même, le même registre de parole. Donc je pense que on est ailleurs de toute façon. Donc voilà, vas-y en pensant à ça. Mais après sur ah oui, donc je pense que je n'ai plus tant peur que ça de me dévoiler tout ça. Par contre, sur la réception c'est pas que j'ai peur. C'est que je me rends compte que j'ai beau me dire que j'ai une grandeur d'âme et que je vous adorerai même si vous aimez pas mon film ou mes romans. Je pense que c'est comme des enfants. Après, je sais que j'ai tort et que donc il faut travailler là-dessus. Mais c'est vrai qu'on est oui, on est. Alors c'est pas blessé, c'est que oui, quand tu dis s'ils rejettent le projet, ils vont me rejeter moi. Ça serait mentir que de dire j'ai une grandeur d'âme et que bien sûr que ça, ma première réaction, c'est de dire, de me sentir rejetée. Voilà. Et encore une fois, je sais très bien qu'il faut l'accepter et que c'est le jeu. Moi, par exemple, sur mon film, j'ai un de mes meilleurs amis, mais vraiment, et qui en plus avait adoré le scénario, qui n'a pas aimé le film et qui a eu la sincérité. Et on en a vraiment parlé parce que c'est quelqu'un de très très proche. Enfin, c'est comme un... Enfin, voilà, il fait partie de ma vie intime. Et à chaque fois qu'on se voit, voilà, et on en a vraiment parlé. Parce que pour lui, ça a été aussi dur de me le dire. Et à chaque fois, quand même, je fallait remettre ça sur le tapis. Enfin, un peu de rancœur. Ouais, et comme je déteste la rancœur, et puis je sais que c'est pas juste. Mais c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas simple, qu'il faut faire ce travail, mais que c'est pas simple. Voilà, parce qu'effectivement, ce qu'on fait, ça fait partie de nous, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des romans comme ça qui ont été refusés au début ou... Parce que je me dis que peut-être qu'aussi en faisant, parce que maintenant vous en êtes à un certain nombre de romans, peut-être que le fait d'avoir écrit un film après, ça fait que vous avez un peu plus de détachement qu'au début, quand on débute, et c'est peut-être le cas pour Louane qui est moi, plus je pense jeune. Que, alors ça, je pense... Après, ça fait toujours mal un refus, mais effectivement, peut-être qu'il y a une parce que prise de c'est pas recul. le refus, c'est quand quelqu'un n'aime pas, parce que c'est encore autre chose que quelqu'un qu'on te refuse de pouvoir faire ton film. Quand il est là,
et que les gens, voilà, je pense. Après, ça dépend de qui. Si c'est des gens que vous connaissez pas, c'est moins. Mais des gens, ouais. Mais encore une fois, après, en sachant que c'est pas intéressant, que c'est un sentiment qui n'est pas du tout intéressant et qu'il faut non pas se battre contre, c'est en avoir conscience et le dépasser. Voilà. Mais encore plus, effectivement, à l'étape de l'écriture. Et il y a aussi souvent, alors ça, c'est encore plus juste, mais après, moi, je pense que tout est intime. Même si on fait pas de l'autofiction, tout ça, si on est vraiment maître de soi, et voilà, ça se voit plus ou moins. Euh, et souvent, les étudiants, il y a toujours ce truc quand même d'avoir peur. Je crois d'ailleurs que c'était dans ta promo l'année dernière, où c'était hallucinant le nombre de gens qui avaient peur de blesser d'autres en écrivant. C'était dans Par ta rapport au promo? retour Non, par rapport à qui racontaient des histoires très très personnelles et qui disaient: «Oui, mais je veux pas blesser machin, quelle légitimité». Non, Alors ça me dit c'était rien. peut-être l'année encore Ouais, d'avant. peut-être. Et je trouve que c'est absolument, humain et légitime de ne pas vouloir blesser inutilement les gens, mais on n'écrit pas avec ça. Et je me souviens que c'était, Annie Ernaux qui disait, «Quand on écrit, on doit pas penser à ses», enfin voilà, on doit pas penser, à sa, enfin, elle le disait parce qu'elle a beaucoup écrit sur sa famille et tout, et qu'il fallait pas y penser. Et je pense vraiment, en tout cas, pareil, dans un premier temps, c'est comme sur le budget, il faut pas se censurer. Moi, je pense que si vous commencez à écrire en ayant au-dessus de vous la petite, soit votre père, votre mère ou un autre censeur, ou votre producteur ou votre petit ami, enfin bref, ça, je pense que c'est pas possible. Je pense qu'il faut y aller franchement. Après, il sera toujours temps de revoir des petites choses en se disant: «Ouais, mais ça va vraiment», voilà, parce que je pense qu'il y a des choses qui peuvent blesser. Mais si ça blesse et que c'est le cœur de votre chose, moi, je pense qu'il faut être très égoïste et puis y aller. Si par contre c'est blessé inutilement, vous pouvez réaménager les choses. Mais je pense que le moteur premier, si dans l'énergie d'écriture première, vous commencez à vous poser ces questions-là, vous êtes foutus. De vouloir, à la fois, ou alors de plaire à un public, je pense qu'il faut être, enfin voilà, faut faire ce qu'on a à faire. Merci déjà pour ces conseils. Et du coup, ensuite, donc tu as écrit des livres, ensuite tu as écrit un scénario, et là, tu passes au plateau, donc entouré de gens, etc. Donc ce passage un peu de l'écriture solitaire où tu es un peu seul à vraiment, parce qu'un film, c'est pas le film d'une personne, mais d'une équipe entière. Toi, comment tu l'as vécu? Ah, ça, j'ai adoré. J'ai adoré parce que, à la fois, autant avec les comédiens qu'avec, techniciens, et parce que en plus, voilà, tous mes chefs de poste, je les ai adorés. Je trouve, enfin, il y en avait que je connaissais. Mon chef op, il avait fait le court-métrage. L'ingénieur du son que j'ai rencontré, enfin vraiment, chef déco, costumière, vraiment. J'ai adoré parce qu'on faisait le même film. Et parce que voilà, il y avait quasi un truc un peu miraculeux de me dire: «Ouais, j'ai écrit un truc et tout le monde vient pour, faire que ça existe». Et je me souviens de mon chef déco, mais il était insensé lui. Parce que des fois dans un scénario, effectivement, on va écrire, l'appartement. En plus, moi, voilà, comme le film était quand même vraiment sur les espaces, je les avais quand même décrits. Et donc l'appartement de mon héroïne avec la vue sur les toits, et puis La après, bibliothèque. les bibliothèques, les machins. Et c'est tout juste, des fois je lui disais: «Non, mais t'es pas obligé». Et voilà, il a carrément reconstruit un petit escalier pour donner la sensation qu'elle est perchée. Je disais: «Mais t'es pas». Il me dit: «Si, t'as écrit ça». Il dit: «Je vais être au plus près de». Donc après, je me suis le dit, poids oh, des mots d'un voilà. scénario. Et là, je me suis dit, la responsabilité, je me suis dit, mais je leur ai dit qu'elle avait vu sur la Tour Eiffel, il aurait été me construire la Tour Eiffel. À Toulouse, ça aurait été compliqué. Donc, c'était à la fois hyper touchant et donc ça, c'était quand même très, très chouette de voir, encore une fois, les mots devenir, une réalité, ce qu'on n'a pas en roman. En roman, voilà, encore une fois, on va jusqu'au bout sur les sensations. Et là, vous êtes aidé par, un chef-op qui va avoir, voilà, sur la lumière, le rapport au son. J'ai adoré aussi, travailler sur le son, parce que je pense que c'est quand même très, très important. Et puis voilà, les costumes, c'était assez étonnant d'ailleurs avec la costumière, et on s'est vraiment bien entendu. C'était fou parce que je lui parlais des choses, et là c'était pareil qu'en lumière. Des fois, je pouvais pas lui dire, Émilie Dequesne, je veux qu'elle soit habillée comme ci, comme ça. Par contre, j'avais la sensation. Je me souviens que je lui avais dit, par exemple, que je voulais qu'elle soit. Bon, il y avait des couleurs très précises que je voulais, pour opposer l'homme et la femme, mais il y avait aussi ce côté que je ne voulais pas que les personnages, par leur ça, c'était une obsession que j'avais, mais c'était pour ce projet-là, hein, je ne l'aurais pas pour un autre film. Mais par exemple, j'avais l'obsession que la façon dont ils étaient habillés, je voulais que ça dise quelque chose de qui ils étaient, mais je ne voulais pas que ça soit un truc
de clignotants sociaux, de dire elle est habillée comme si, parce que ça, moi, quand je remarque les marques aussi dans les films, ça peut me saouler, sauf si ça a un intérêt. Mais dire, bah voilà, elle gagne tant par mois, donc elle va s'acheter ses habits. Je voulais vraiment que ça soit quelque chose, voilà, qui dise quelque chose des personnages. Et ma chef décoratrice, enfin ma costumière, elle a voilà, tout de suite compris ça. Et à chaque fois qu'elle me faisait, donc je lui donnais des indications comme ça. On en discutait. Et après, à chaque fois qu'elle arrivait, il n'y avait jamais une proposition. Je me disais, mais à côté de la plaque. D'où elle me sort ça? Et voilà, et après on affinait, mais il y avait rarement, donc je partais quand même c'était super. Et alors c'était très drôle parce que quand on a fait passer donc on arrivait avec plein de costumes qu'on a fait passer à Émilie de Cannes, et c'est pareil. Émilie, elle comprenait, elle était tellement avec le personnage, j'avais rien besoin de lui dire. Et c'était drôle. Elle essayait le costume. Son personnage s'appelle Lily dans le film. Non, ça c'est Lily, ça c'est pas Lily, ça c'est Lily. Voilà, on éliminait comme ça. Donc ça, c'est très beau quand vous voyez que voilà, que que ça Tout le monde va se dans ce concrétise, sens. voilà, et que les choses se concrétisent. Et dans le cadre de la préparation du coup du film, est-ce que vous aviez quand même des documents que vous fournissiez, notamment par exemple un storyboard ou ce genre de documents qui permettent d'avoir d'étaler déjà sur papier un peu la vision claire de ce qu'on veut faire? Alors c'était pas vraiment storyboard, en plus moi je dessine comme une patate. Ça aurait pu être en faisant Mais appel voilà. à un storyboarder Voilà. ou quelqu'un. Non. Par contre, comme moi c'était mon premier film, et quand même c'est quand même le rapport au découpage, enfin c'est quand même pas rien. C'est sûr. Et que j'avais quand même des idées, mais je savais pas par où. Donc ça, avec mon chef op, on a beaucoup travaillé en amont. Je lui découpe sur chaque scène, on a fait un découpage qu'on n'a pas forcément toujours respecté. Parce qu'après, effectivement, c'est quand même très abstrait parce qu'on n'avait pas les lieux encore. Donc, j'avais découpé un peu dans ma tête suivant les lieux que je pensais qu'on allait avoir. Mais ça m'a permis tout ce travail-là. Après, je pense que tout le monde n'a pas forcément besoin d'être aussi précis. Mais comme moi, c'était mon premier film. Et je pense que ça me permettait d'être à l'épreuve parce que j'avais des idées assez précises de ce que je voulais en termes de plan, en termes de découpage. Mais c'est de le confronter scène par scène. Et puis, donc, on discutait beaucoup de ça. Et puis, j'avais aussi cette obsession, comme je savais qu'on n'aurait pas beaucoup d'argent et pas beaucoup de temps, ce que je voulais, et comme je ne connais rien, enfin, sur la technique, parce que des fois, vous vous rendez pas compte que quelque chose, il y a des choses qui vous semblent simples, et en fait, elles coûtent beaucoup d'argent, elles prennent beaucoup de temps. Et puis, des fois, des choses, vous dites, ah, ça va être compliqué. Non. Donc, moi, j'étais toujours à lui dire, enfin, c'était de monnayer, pas de monnayer, mais je dis, ça prend combien de temps? Enfin, est-ce que ce que je te demande là, voilà, j'avais besoin pour être un peu efficace, de lui dire, voilà, c'est quoi les principes pour ce qui coûte de l'argent, qu'est-ce qui demande à être beaucoup éclairé, les machins, sur les, voilà, être plus vers les lumières, vers les fenêtres, les trucs de lumière. Donc j'avais besoin de savoir ça pour aller, parce que bien évidemment qu'il y avait des choses qui étaient compliquées à faire et auxquelles je tenais. Donc ça, j'ai dit, bah, même si ça prend du temps, je les veux. Mais des fois, on demande un truc et en fait, on n'a pas forcément autre chose de plus simple irait tout à fait. Et mais on ne sait pas que c'est plus simple. Donc moi, j'avais toujours besoin, voilà. Avec lui, on discutait aussi beaucoup de ça. Je lui disais, mais est-ce que si je fais comme ça, parce que pour moi, c'est pareil, est-ce que c'est plus simple? Voilà. C'était aussi d'aller, mais c'était encore une fois le cas de ce film-là où on savait qu'il fallait qu'on soit efficace. Oui, tu avais une conscience de... Ça, j'adore entendre ça en tant que première assistante du réal qui a conscience des limites du projet. Ça, c'est génial. J'ai eu un premier assistant qui s'appelle Vianney Tosset, qui a été, mais alors lui, c'était aussi miraculeux parce qu'il est arrivé sur le projet et tout de suite, on s'est entendu. Enfin, ça fait partie des gens où vous savez que vous comprenez sans dire les choses. D'ailleurs, il se moquait toujours de moi. Il me dit, tu finis jamais tes phrases, mais c'est pas grave, j'ai compris ce que tu voulais. Et donc, on s'est tellement entendu et j'avais une telle confiance en lui que je savais que s'il avait des contraintes, c'est pas qu'il était soit paresseux, soit qu'il jouait le jeu, enfin, des trucs de magouille. J'étais en telle confiance, je savais que tout était légitime des demandes qu'il avait. Et donc, moi, j'avais juste envie d'une chose. Et je savais qu'il m'aidait tellement sur tout que je trouvais que c'était normal que ça circule aussi dans l'autre sens. Et encore une fois, je trouve que c'est enrichissant de travailler comme ça. C'est génial, ouais. J'étais sur un projet il y a pas longtemps, très peu de temps, beaucoup de plans. Et vraiment, je pense que ce truc de confiance entre le réalisateur et l'assistant réalisateur, que le réalisateur comprenne que son premier lui dit « c'est pas possible », c'est pour le bien du film et pas pour juste lui mettre des bâtons dans les roues, parce que souvent, les réalisateurs ont parfois un ego qui se dit « ok, mais non, mais je veux vraiment ça ». Et en fait, c'est pour le bien du film, c'est pour laisser plus de temps à la direction d'acteur ou d'autres choses. Et je trouve ça génial que tu aies
conscience de ça. Et cette confiance que tu as avec ton premier, c'est trop important. Ah bah, moi, je pense vraiment qu'un premier... voilà, dans les métiers, parce que c'est pour moi qui n'avais pas fait de film, je trouve que c'est un métier c'est un poste qui est un peu abstrait, premier assistant. Souvent, les gens... D'ailleurs, là, pour la promo du film, on a fait une émission sur France Bleu où le principe, c'était de demander... donc, il y avait mon acteur, Max Boublil, il demande réalisateur, acteur et un métier, ce qu'ils appellent un métier de l'ombre. Et moi, tout de suite, il y avait aussi ma costumière que je trouvais intéressante. Mais je me suis dit, non, il faut qu'on demande à Vianney parce que, bon, déjà, on s'est tellement bien entendu, mais que c'est un métier que les gens ça peut être abstrait. Et puis, je pense qu'aussi, premier assistant, il a aussi la place que le réalisateur ou la réalisatrice lui donne. Et moi, je sais que j'avais envie... j'avais pas envie de quelqu'un juste qui me fasse les trucs matériels. J'avais envie d'avoir une confiance, de pouvoir parler de mise en scène. C'est tellement important qu'ils soient impliqués absolument partout, à tous les moments de la prépa, l'assistant réalisateur ou l'assistante réalisatrice. S'il n'y a pas ça, le film, ça en pâtit tellement. Ah oui. Et moi, j'aime bien rappeler que c'est assistant réalisateur et pas assistant du réalisateur. C'est-à-dire que tu es vraiment un réalisateur assistant, quoi. Oui. Tu n'es pas le secrétaire du réalisateur, quoi. Et ça, c'est hyper important. De réalisation en général. On va faire un épisode avec des assistants de mise en scène. Tout le monde a l'importance sur un plateau, mais c'est le cœur du plateau. T'as un assistant réalisateur génial, tout roule. On en parle à chaque épisode d'ailleurs depuis le début. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'on exerce aussi, donc on sait. C'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça et mais je sais pas comment il faisait avec ses plans de travail. Donc moi, j'étais tellement admirative de ça que j'avais aussi envie de l'aider. Enfin, voilà. Et puis, je pense qu'un tournage, quand même, alors on dit toujours, oui, que le réalisateur ou la réalisatrice est chef d'orchestre. Voilà, on donne le ton. On donne le là. Mais du coup, il faut que tout le monde suive. Donc, il faut que... Voilà, quand ça roule... Et quand même, première assistante, puis même sur le rythme, c'est hyper important. Et puis, il fait quand même le tampon. Moi, par contre, je pense que j'étais assez facile. Par contre, il ne faut pas qu'on vienne m'emmerder. Et il savait qu'il y avait qu'il fallait me laisser... des limites. Voilà, et qu'il fallait me laisser mon intimité, mon espace. Par exemple, sur le plateau, j'avais pas envie que les gens qui n'avaient rien à faire là, ils avaient rien à faire là. Donc, et il protégeait toujours là-dessus. Il savait il savait ce qui était important pour moi. Et c'est vraiment une barrière. Hein. Oui. Est-ce que c'était quelque chose dont tu avais parlé avec ton assistant réalisateur avant? Non, mais moi, j'avais pas conscience de ce que c'était qu'un premier... Enfin, vraiment, j'ai découvert. Mais tout de suite... C'est mis en place sur les premiers jours du tournage, du coup. Ah non, mais on prépare avec lui. Quand même. Ah non, mais ça a été assez miraculeux. C'est comme si on a... Je n'avais jamais fait de film. C'est comme si on avait toujours travaillé ensemble. C'était très étonnant. Mais parce que, je sais pas, c'est Et après, j'ai mesuré à quel point... Et oui, je disais toujours, mais tout le monde était épaté de lui. On disait, mais il a le don d'ubiquité. Il peut tout faire, il peut... Mais c'est un... Voilà, et puis il était disponible à souhait tout le temps joignable, tout le temps... Donc non, je pense que... mais parce que je pense que quand vous avez une rencontre... Et j'ai eu ça avec le chef... Enfin, voilà, mon chef-op. Enfin, avec tout le monde, je pense que, encore une fois, quand vous êtes en confiance et qu'il n'y a plus de problème de vous dire... moi j'ai horreur de ça, d'être dans les situations humaines où vous testez le répondant des gens quand vous savez que vous les avez choisis et que c'est ok. Par contre, il y aura sans doute des moments de tension ou d'incompréhension, mais que c'est pas parce que la personne essaye de vous manipuler ou de voilà, pour le bien du film. Voilà, et que on est tous dans le même bateau et qu'on fait tous le même film. À partir de là, bah ouais, ça fonctionne. On se dit les choses. Donc oui, j'avais l'impression qu'on avait toujours travaillé ensemble. Est-ce qu'il y avait vraiment une collaboration entre les différents chefs de poste? Est-ce qu'en amont, ils avaient préparé des choses ensemble, notamment par exemple la lumière avec la décoration, des choses... Parce que on voit que c'est pas forcément le cas sur tous les films, mais des fois, ça peut créer plus de friction quand les choses n'ont pas été... oui, alors ça, effectivement. Et puis quand même, s'il y a des petites frictions, c'est souvent quand même entre corps de métier. Je vois bien, par exemple, même... Et pourtant, je les ai tous adorés et tout ça, mais que c'est comme tout le monde se bataille pour avoir son temps et que on voit quand même que des fois, même si tout le monde est plein de bonne volonté, le chef-op, il a besoin de son temps. L'ingénieur du son aussi, ça n'allait pas au son, mais ça allait... Moi, ça avait des fois tendance à me... Voilà, parce que moi, comme j'étais aussi en plus très impatiente. Donc oui, bien sûr que chacun quand même... Voilà, j'ai remarqué quand même entre l'image et le son,
c'est pas forcément, ça va pas forcément de soi, même s'ils s'entendaient vraiment bien et qu'il n'y a pas eu de dispute, mais on sent qu'il peut y avoir ces tensions-là. Après, avec de travailler vraiment le problème qu'on a eu, c'est qu'on a trouvé les décors quand même souvent assez tard. Donc voilà, on a quand même pu découper sur sur les lieux et tout ça, mais avec le chef déco, mais bon, après, comme j'avais des idées très tranchées on savait quelle couleur il y aurait, donc on a quand même vu en préparation au niveau de ce que vous vouliez, quoi, même si vous n'aviez pas les lieux. Oui, puis on était obligé de toute façon que ça soit. Alors, je me souviens que les 2-3 premiers jours, on a eu des dépassements. Moi, je voulais me tenir à le budget que j'avais, je voulais pas de dépassement. C'était vraiment un engagement pour moi avec ma production, parce que je trouvais qu'ils avaient été tellement formidables de prendre le risque d'y aller avec ce petit budget et qu'on n'avait pas encore bouclé. Et donc c'est vrai que par exemple au tout début quand j'ai vu qu'on faisait des dépassements, et parce qu'il fallait qu'on se connaisse quand même là pour le coup, que les équipes fonctionnent, et puis on était dans des lieux qui n'étaient pas forcément simples au début, on était dans un garage, enfin bref, et quand j'ai vu quand même qu'il y avait ces dépassements, je me suis dit c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Et donc là, c'est vrai que j'en ai rediscuté avec mon chef-op parce que, enfin voilà, et lui, il n'avait pas en plus forcément toute son équipe qu'il avait choisie parce qu'on tournait en Occitanie. Donc voilà. Donc ça, c'est des réajustements, de se dire que pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Puis moi, je ne sais pas travailler dans le conflit. Enfin, je trouve que travailler dans le conflit, c'est très, très désagréable. Donc c'était que je voulais qu'en fait, comme tout le monde était là, on était hors annexe et tout, moi, je voulais que les gens soient contents de travailler là. Donc je voulais que tout le monde trouve sa place et ait suffisamment de temps chacun à son poste. Donc ça, c'était des réajustements. Ces dépassements étaient liés du coup à des installations, de lumière, des choses comme ça qui prenaient du temps. Oui, c'est qu'alors après, ce qui m'a expliqué mon chef-op, c'est que on était quand même en sous-effectif pour la lumière au tout début. D'accord. Et qu'après la production a remis. Mais voilà, parce que par exemple, quand mon chef-op m'a dit ça, j'ai compris, comme j'ai une confiance en lui, je me dis c'est pas pour faire chier. Donc là, je suis montée au créneau au niveau de. En disant, là par contre, c'est des économies de bout de chandelle, c'est comme ça qu'on dit. Donc ça, il faut remettre un poste parce que sinon vous allez épuiser tout le monde. Donc voilà, c'est des choses, essayer de comprendre d'où vient le problème, et voilà, c'est qu'après chacun doit trouver ses marques, et puis il y a aussi les comédiens. Moi, j'étais quand même très proche des comédiens, et je comprenais, parce que moi je suis comme ça, l'impatience des fois sur la lumière. Putain, vous allez pas mettre 3 plombes à me faire votre lumière. Et je voulais qu'il y ait du temps pour le jeu et que des fois on les épuise aussi. Voilà, donc des fois je disais et pourtant, je pense que l'image, elle est très belle dans le film. Et mon chef-op, vraiment, il était super, Aurélien Deveau. Mais il y a des fois où, quand j'ai vu qu'on risquait de s'enliser un peu dans quelque chose, je préférais une imperfection, je préférais un plan imparfait, mais avoir le temps et la place pour la mise en scène des acteurs. Voilà, pour la mise en scène, et de ne pas épuiser toute mon équipe aussi. Ça, pour moi, c'était important. Le jeu, c'est ce qui prévaut sur l'image. Oui, absolument. Oui, parce que c'est les acteurs qui portent vraiment l'histoire auprès du spectateur. Et par exemple, on a tourné dans un hôpital, donc ça, c'était aussi... plus c'était un peu lourd, on a tourné vraiment dans le vrai service d'urgence et tout ça. Et je ne sais pas ce qu'il y a eu ce matin-là, un cafouillage. On est arrivé, ils n'avaient pas encore monté le matériel, on avait déjà 2 heures dans la vue. Plus c'était des scènes vraiment au niveau de l'émotion qui étaient fortes. Je me suis dit non, on va pas commencer avec 5 heures de retard, les comédiens qui sont dans les... Enfin voilà. Et là, j'ai dit à mon chef-op, tu sais quoi, on va tourner sans éclairage. D'accord. Mais non. Regardez. Je lui dis attends, parce que là il a commencé à me dire oui, de toute façon on va. Je lui dis non, ça c'est pas possible qu'on ait ce dépassement. Je lui dis mais ça va être si il me dit je lui dis on n'a pas le choix de toute façon, puisque tu me dis qu'on est en train de s'enliser. Je lui dis on va tourner comme ça. Et après je sais qu'il m'a dit il a un peu fait la gueule parce que il avait et puis après parce que je crois qu'il avait peur en plus de vexer son équipe, qu'ils avaient tout prévu, et en fait il m'a dit après que tout le monde avait été soulagé. Enfin c'est des fois d'aller à l'essentiel, voilà, c'est bon. Sure. Et en parlant du jeu qui prévaut sur tout le reste, t'es passé d'écrire des dialogues sur du papier à de vrais comédiens. Comment la direction d'acteurs s'est passée pour toi? Alors de façon très différente suivant les acteurs, en fait. Alors Émilie Dequesne, donc pour moi c'est une des meilleures actrices de sa génération, enfin voilà. Et donc non seulement je pense que c'est une actrice remarquable, mais il y a eu quand elle a lu le scénario, de toute façon elle voulait absolument le faire et tout ça. Enfin elle a adoré le scénario et elle avait une connexion tout de suite avec le personnage. Et donc j'avais des fois il fallait que parce que je me disais elle va croire que je m'intéresse pas du tout à elle. J'avais
quasi rien à dire à Émilie. Elle était tout de suite, mais à tel point que quand elle est venue passer les essais avec Max, et c'est pas pour savoir si elle était bonne comédienne, hein, c'était pour savoir si ça fonctionnait. Elle est arrivée, elle était quasi habillée comme j'avais envie que Lily soit habillée. Enfin, c'était comme si elle s'était fondue dans le personnage. Lily est apparue. Voilà, Lily est apparue, c'est vrai. Donc, Émilie, la direction d'acteur, c'est juste d'essayer qu'elle soit contente d'être là, je pense. Et puis, bien sûr, on a fait des lectures et j'aurais donné 2-3 indications. Et puis, je redonnais un peu sur le tour. Est-ce qu'on peut faire un peu plus comme ci ou comme ça? Mais c'était vraiment quasi rien. D'avoir choisi, voilà, et d'avoir discuté. Et je pense qu'aussi, comme avec beaucoup de comédiens, comédiennes, ça passe par les costumes aussi. Donc, voilà, on a beaucoup dialogué sur les costumes. Je voulais qu'elle soit belle. Enfin, c'est des trucs bêtes, hein, mais du coup, je pense que ça donne là encore une énergie particulière. Max, alors, c'est pas du tout plus compliqué. C'est notre rapport à la comédie. Max, en plus, il n'avait pas été habitué à faire ce genre de rôle. Il venait quand même du stand-up, de gros films. Même les gens, d'ailleurs, quand je l'ai contacté, mes copains me disaient, mais enfin, parce que je connaissais, en fait, je l'avais vu dans un film. Je savais pas qui c'était en fait. Ah oui. C'était quoi le film? Surprise. Adorable, je crois, un film. Okay. Je sais pas si tu l'as vu et tout. Il a 10 minutes dans le film, il a un petit rôle. Et je me des fois donne un petit peu personnage de Sim. C'est qu'il avait une tête. Après, j'ai eu cette formule. Il avait une tête de gentil et j'avais dit, il rend la gentillesse cinégénique. C'est-à-dire que je me suis dit, ah ouais, il a un physique, ce mec-là. C'est pas du tout soit qu'il était beau, mais il avait une tête. Voilà, il avait un truc de gentil où je me disais, si lui il joue ça, ça va être intéressant. Voilà, il y aura quelque chose. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas lui? Et puis tous les copains m'ont dit, mais enfin, tu sais qui c'est? Je dis, bah non, je l'ai vu dans ce film, il me plaît. Et après, du coup, je l'ai contacté et on s'est rencontrés. Et quand je lui ai fait lire le scénario, il m'a dit, c'est pas du tout l'habitude, j'ai pas l'habitude de lire ça. Il dit, mais ça me plaît. C'est différent. Donc, du coup, on est parti là-dessus. Et je pense que Max, parce que je pense qu'il est pas, et après, quand je dis ça, c'est pas du tout qu'il serait moins bon acteur, mais c'est autre chose. C'est pour ça que, par exemple, ce couple, voilà, il y a la direction d'acteur, pour répondre à ta question, a été très, très différente. C'est-à-dire, Émilie, presque rien. Il y avait quasi une alchimie, je ne sais pas comment dire. Max, je savais qu'il allait avoir un chemin, qu'on allait devoir faire un chemin l'un vers l'autre parce qu'on ne venait pas du même endroit. Mais c'était aussi ça, je pense, qui nous plaisait. Donc lui, ça a passé par beaucoup, je savais. Alors ça, j'ai tenu mordicus sur les habits parce que je lui ai dit, maintenant, tu as ton truc d'ado attardé. Voilà. Donc je lui avais dit, tu auras des chemises et une veste. Je lui avais dit, regarde César et Rosalie de Chopin. Pardon, ouais. Il porte beaucoup de t-shirts, du coup, c'est ça. Et donc, il fallait lui faire mettre. Alors, il m'a dit oui. Là, il a fait les essais, oui. Puis, le premier jour de tournage, il est arrivé. Et puis, il a mené la vie à ma costumière. Il lui a fait. Et donc, elle est arrivée me voir. Elle me dit, il y a un petit souci. Avec Max. Ça commence bien. Elle me dit, il y a un petit souci. Il n'est pas très à l'aise. Et puis, lui, la grande tête est arrivée derrière elle. Elle me dit, oui, tu sais, franchement, je me sentirais quand même mieux si j'avais finalement... on peut pas me mettre en t-shirt et tout. Il me dit, c'est quand même plus moi. Et je lui dis, bah oui, c'est peut-être plus toi, mais je fais pas de documentaire sur toi. C'est pas Simon. Donc, du coup, voilà, là, la direction d'acteur avec lui passait aussi. Je savais que si je cédais là-dessus, c'était pas du tout un caprice. Puis le personnage, je l'avais vraiment vu comme ça. Je dis, non, tu seras habillé comme ça. Et puis voilà. Et après, enfin, il a essayé encore de les soudoyer pour voilà. Puis il me disait pourquoi Pierre Rochefort il a droit à des t-shirts et pas moi. Je dis c'est pas le même personnage. Donc je savais qu'il fallait que je tienne à cet endroit-là pour le mettre dans le personnage. Et je pense que ce qui m'a aussi beaucoup aidé avec Max de tenir ça et qu'on se comprenne parce que sur un tournage aussi, c'est de garder la confiance. Et je pense que très vite. Vous pouvez avoir des fois des trucs où vous doutez. C'est comme dans la vie aussi. Des fois, on a beau adorer les gens et les respecter infiniment, sur un petit geste de dire mais pourquoi il fait ça? Et donc voilà, que le doute s'installe et je pense qu'un doute sur un tournage, ça peut aller très vite, que tout le monde commence à partir en vrille. Et je pense que Max, la confiance n'a jamais été entamer, parce qu'en fait, moi, la direction d'acteur, en fait, avec Max, ça a été d'écrire avec lui. En fait, pendant le temps qu'on cherchait les financements, moi, j'avais un projet de série et je lui ai proposé qu'on l'écrive ensemble. Et donc, du coup, on a passé aussi beaucoup de temps à écrire. Donc, du coup, ça a été 2 intérêts pour moi, c'est que j'avais le temps de le regarder. Et en même temps, l'autre projet avançait. Donc, du coup, je voyais effectivement ce que je voulais choper de lui.
qui n'avaient pas forcément été filmés, parce que j'aime pas l'idée qu'on prendrait les gens à contre-emploi. Max, je l'ai pas pris à contre-emploi, je l'ai pris à un endroit qui est chez lui, je l'ai pas inventé, qui n'a pas été filmé. Donc tout le temps qu'on a mis à écrire, c'était bien parce que ça, je pouvais le regarder. Et puis je pense que là encore, l'écriture est un lieu tellement intime, ce qu'on disait tout à l'heure, mais voilà, quand on lit les écrits de quelqu'un, on le connaît. Et donc, je pense que ça nous a permis d'avoir une intimité qui a fait qu'après, voilà, ce qui n'allait pas forcément de soi dans nos univers, voilà, le terrain, il avait été préparé par tout ça. Donc, comme quoi, la direction, voilà, ça peut être plein de choses différentes. Plein de choses différentes. Et dans le cas de Max Boublil, vous reveniez quand même, vous le remettiez sans arrêt dans le personnage. Oui, par alors des parce que Émilie, encore une fois, il y a rien à faire. Mais Max, mais encore une fois, c'est pas parce qu'il serait moins bon acteur, c'est que c'est une autre. C'est un petit peu moins son domaine. Voilà, et que Émilie, elle était dans son. Lui, peut-être. Voilà, Émilie, elle était dans son domaine. Enfin, elle était moins. Oui, elle a l'habitude de. Voilà, elle était moins étrangère. étrangère. Max, c'était quand même, il faisait un trajet pour aller dans ce cinéma-là. Et Max, et c'est aussi pour ça que je l'ai pris. C'était pas du tout pour le prendre encore une fois à contre-emploi, mais c'est quelqu'un. D'ailleurs, on en a beaucoup discuté. C'est s'il fait pas rire les gens, il a peur d'être ennuyeux. Moi, je disais, mais putain, t'existes, t'as pas besoin. Donc, souvent, la première prise, c'était, il fallait qu'il fasse rire les gens. Et je disais, mais tu sais, le personnage, il est pas là pour faire rire. Donc, à chaque fois, donc voilà, il y avait ce truc de toujours revenir un peu. Et puis, il me disait, oui, t'as raison. Il repartait, il se concentrait. Et puis, il avait aussi quand même besoin, par moment, de terminer, de faire des blagues. Et souvent, ça pouvait un peu énerver mon chef-op. Et je disais, mais laissez-le vivre aussi, parce que je pense que c'est pareil. Même si vous savez que vous n'allez pas forcément garder, déjà, il y a des choses qu'on a gardées. Et puis, c'est surtout, même si on ne le garde pas, il faut laisser les gens respirer. Et que si j'avais brimé sur tout, il n'aurait pas eu la tête qu'il a dans le film. Enfin, et puis, un comédien, c'est pas une page blanche, c'est quelqu'un que vous prenez justement parce qu'il y a des choses qui vous intéressent et vous voulez voir ça à l'écran. Exactement. Si jamais on enlève justement tout ce qui fait un peu ces paillettes. Oui, et puis sa respiration. Donc c'était, voilà, c'est du dosage. C'était juste de lui dire, oui, t'es très drôle et je t'aime très drôle, mais là, un tout petit peu moins. Voilà, c'était de recadrer pour pas que. Je disais toujours, mais t'es pas là pour faire rire. Je dis, t'es un bon gars, t'es premier degré. Donc à chaque fois, ah oui, c'est vrai. Mais voilà, Et juste une dernière chose sur la direction d'acteur, c'est que. Je pense que, je vais enfoncer une porte ouverte, mais je pense qu'on ne le dit pas si souvent. C'est que le choix de vos comédiens, c'est pas l'addition de plein de comédiens ou de comédiennes que vous aimez. C'est qu'il faut que ça fonctionne entre eux. Et donc, eux, déjà, en plus, comme c'était comme l'histoire d'un couple qui est amoureux, si on n'y croit pas, déjà, ça fiche un peu le film en l'air. Et je pense que, par exemple, Émilie Dequesne, pour revenir à elle, non seulement c'est une comédienne merveilleuse, mais c'est une merveilleuse partenaire de jeu. C'est-à-dire que je pense qu'elle a cette qualité que quand elle joue avec quelqu'un, les autres donnent le meilleur aussi. Et c'était Max aussi m'avait dit quand on avait passé les essais, elle est tellement intense et tellement juste qu'elle rehausse tout le monde, parce que tout le monde veut être. C'est pas du tout une compétition, mais c'est humainement d'être à la hauteur de ça. Oui, donc c'est un souffle collectif. Exactement. Et elle a vraiment ça. Elle a. Après, elle n'est pas la seule. Je pense que. Quelqu'un comme Françoise Lebrun aussi a ça, c'est-à-dire là encore, c'est en termes d'énergie et tout, ça fait que tout le monde est bon. Voilà, c'est non seulement elle est bonne, mais elle rend les autres bons. D'où l'intérêt d'avoir des comédiens d'univers complètement différents. Et j'aurais donc une autre question en lien avec ça, puisqu'il y avait un enfant, du coup l'enfant des personnages principaux sur le film. Et donc, du coup, je voulais savoir comment ça s'était passé, à la fois pour trouver cet enfant et à la fois avec lui dans la direction d'acteur. C'est pareil, je savais qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, je savais qu'on ne pourrait pas faire du casting sauvage. Donc, on a commencé à chercher. J'avais d'ailleurs une ancienne étudiante de la promo, Lucie Descloseaux. Je savais qu'elle faisait du casting enfant parce que je l'ai croisée dans la rue un jour. Elle m'a dit, si tu fais un film, tu penses à moi. Et donc, du coup, elle était. On n'avait pas l'argent pour qu'elle fasse du casting sauvage, mais pour qu'elle quand même déblaye et puis quand on allait faire le casting des enfants, parce que je trouvais que c'était une responsabilité aussi, parce que faire passer un casting à des adultes, ça me posait aucun souci, de rencontrer des gens. Je trouvais que les enfants, je me disais, il faut quand même savoir leur parler pour pas faire rêver aussi. Puis je trouvais que c'était, j'avais besoin d'être un tout petit peu accompagnée là-dessus parce que je voulais en prendre soin. C'est encore une fois une responsabilité. Ton enfant n'est pas un acteur et c'est plus compliqué qu'un adulte. Donc j'avais vraiment besoin d'être accompagnée. Et elle m'a aidée au tout début pour chercher les enfants. On est passé par les agences de casting. Et donc là, on en a vu et tout. Et ça m'a en fait assez. Après, il y en avait des très bons et tout ça. Mais
Mais pour le personnage principal enfant, les enfants que j'ai trouvés ne me plaisaient pas. Enfin, soit ça correspondait pas, soit je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup le côté petit singe savant, ou alors souvent on sent que c'est les parents derrière qui veulent. Enfin, bon, il y avait un truc, j'y arrivais pas. Enfin, ces enfants ne m'inspiraient pas. Et en fait, on a eu un problème. Enfin, un problème. C'est que comme il fallait que zut, parce que c'est plus la DAS, et c'est comment la protection de l'enfance, vous devez rendre l'ASE, voilà. Vous devez rendre le scénario très vite avec le nom des comédiens que vous voulez. Enfin voilà, bien en amont du tournage. Et donc un jour, une de mes productrices m'appelle en me disant dans une semaine, il faut que tu aies trouvé ton. D'accord. La pression. Et là, je me suis dit, mais comment je fais? Parce que ça va. Puis le personnage était important dans mon film, il fallait que ça soit un enfant. Et en fait, j'ai cherché autour de moi, je me dis, moi, le casting sauvage, je vais le faire. Et ma fille, alors, j'ai au départ été un peu la facilité, j'ai dit, ma fille, je suis dans la merde, je lui dis, tu veux pas jouer? Jouer le Elle me dit, personnage. tu te débrouilles. Elle me dit, je veux pas du tout être comédienne. C'est un problème. Donc tu te débrouilles. Et elle est dans son école, enfin, j'ai un peu été voir, donc, comme je voulais un enfant plus jeune, mais voilà, et c'était le frère d'un copain à elle. Donc, j'ai un peu fait, j'en ai repéré 2-3. Ils sont venus en casting et tout, dont le petit Arthur Rose. Et avec lui, je me suis entendue tout de suite. Et voilà, il n'avait jamais joué. Il est arrivé, je lui ai dit, mais ça t'intéresserait de jouer? Il m'a dit, non, moi, je veux être réalisateur. D'abord, tu vas faire un comédien. Mais c'était un risque parce qu'il était, il n'avait jamais fait ça. Mais je savais qu'avec lui, j'aurais envie de travailler. C'est ce que m'a dit d'ailleurs Lucie. Elle m'a dit, tu prends un petit risque, mais elle me dit, je trouve quand même qu'il a vraiment quelque chose. Et elle m'a dit, je sens que tu auras plaisir à travailler avec lui. Ça, c'était quand même très précieux. Et puis après, là aussi, j'ai été aidée. C'est-à-dire que j'ai eu quand même un coach enfant qui lui a fait apprendre son texte, qui était là sur le tournage tout le temps. Donc, on est accompagnés aussi. Mais c'est vrai que c'est pas rien. Mais en général, les comédiens adorent travailler. Émilie était ravie de travailler avec un jeune comédien. Parce qu'elle le prenait sous son aile et justement, elle essayait de l'emmener dans le personnage en incarnant un peu sa mère sur le tournage. Parce qu'on voit ça des fois dans des comédiens. Alors, non, elle n'a pas fait ça tant que ça, mais c'était plus sur le travail de jeu et tout, enfin, de le mettre en confiance. Non, c'était pas en tant que mère. Mais voilà, ils l'ont vraiment mis en confiance. Puis elle a quand même commencé très jeune. Enfin, elle était enfant aussi. Elle était, donc ça lui plaît beaucoup. Et puis c'est vrai que souvent, alors moi, je suis pas comédienne, mais ils vont témoigner en disant que ça donne une autre énergie à un amateur. Oui, c'est sûr. Parce que du coup, c'est comme un animal, il faut trouver des moyens de détourner. Et j'avais des animaux sur mon tournage. Oui, c'est vrai. En plus, c'était ça, je crois qu'on avait parlé en cours du fait que c'était compliqué parce qu'il fallait trouver des moyens de détourner, d'arriver à avoir ce qu'on veut en termes d'image. Je sais plus qui m'a dit, mais le jour du toit, c'était trop tard, je pouvais plus réécrire le scénario, sinon j'aurais peut-être réécrit. Je sais plus qui m'a dit, tu t'es mis des bâtons dans les roues pour un premier film qui en plus a un budget un peu serré. C'est les fameux 3B. C'est bébé, bestiole, bagnole. Moi, j'avais tout. J'avais les voitures, j'avais les enfants et j'avais les... Voilà. Et il paraît que les 3B, vous saurez... Donc les voitures aussi. Elle va mettre Je vais mettre les 3B. Elle va mettre les 3B. Que les 3B. Une voiture avec un chien. Ouais, c'est ça. Et un bébé qui conduit la voiture. Voilà. Exactement. L'alchimie entre Lily et Simon, leur amour, est-ce que ça s'est développé par exemple avec les répétitions? Émilie Dequesne, c'était celle que je voulais, mais j'étais pas sûre que ça fonctionne avec Max. Et donc, j'ai fait faire une lecture. Et à partir de là, j'étais tellement en confiance que non. Après, c'est peut-être une inconscience. Je savais que ça circule. En tout cas, ce que j'avais envie de filmer, je l'avais. Et Non, mais je pense qu'un film, ça fonctionne beaucoup par intuition. Du coup, du réalisateur ou de la réalisatrice. Oui, et par exemple, ce qui était assez étonnant, mais voilà, j'avais pas besoin de créer. Par exemple, ce qui était assez étonnant, c'est que en dehors du film, Max et Émilie étaient vraiment, il se passait rien. Et dès qu'il y avait, il se passait rien, ils s'aimaient bien, mais il y avait un truc très de bons copains. D'accord. Et dès qu'il y avait le truc, mais je pense qu'Émilie, elle a un truc dans le regard qui fait qu'elle aimante tout. Et donc non, ça c'était leur cuisine, hein, c'était leur boulot d'avoir une alchimie. Non, le seul truc que je leur avais donné comme indication, c'est encore en plus, c'est pas tant de la psychologie que, tu vois, une énergie, une résonance pour rejoindre la question du scénario tout à l'heure. La seule chose, je crois que je leur avais dit, c'est vous vous aimez, voilà, c'est qu'ils soient toujours dans cette énergie de vous vous aimez, mais vous savez que la vie est fragile. Voilà. Et c'était avec ça que j'avais envie qu'ils incarnent et qu'il y ait cette alchimie entre eux, voilà, d'être sûr de leur amour, mais en même temps d'être sûr que... Voilà, que peut-être demain, voilà, d'être toujours avec ça
dans leur qui se débrouillent avec ça. Voilà, que leur corps, que ça passe par leur corps, par je sais pas quoi, parce que c'est voilà, je sais toujours pas comment ils font, mais voilà, c'était cette voilà, cette petite énergie-là que j'avais envie qu'ils expriment. Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes de casting avec d'autres comédiens potentiellement des seconds rôles, ou est-ce que vous aviez en tête à peu près chaque comédien qui allait interpréter les rôles à l'avance? Alors Michel Jonas, ça je le voulais depuis le début, parce que comme le personnage disparaissait assez vite, mais qu'il fallait que sa présence, enfin, qu'il manque dans le film. Et Michel Jonas, moi je l'aime beaucoup, et je trouvais qu'il avait cette sympathie et cette humanité. Donc lui, je l'ai contacté assez vite. Je crois qu'il est arrivé très vite. On lui a envoyé le scénario. C'est le seul d'ailleurs avec lequel j'ai été un peu plus protocolaire. Je passais par les agents et tout. Et donc on lui a envoyé le scénario. Oui, j'ai pensé à lui vraiment tout de suite pour ça. L'humanité, je trouve qu'il a aussi une forme de féminité, enfin voilà. Et quand on s'est rencontrés, je l'ai tellement adoré que Ça marchait directement. Directement. Et c'est pareil, quand il y a eu des plus ou moins difficultés, il a toujours été là. Sur le plan de travail, justement, il est venu plusieurs fois alors qu'il a un petit rôle, mais professionnel, humain. Vraiment, j'ai adoré travailler avec lui. Françoise Lebrun, elle était aussi là dès le début parce qu'elle avait été dans le court-métrage. Je trouve que j'adore cette actrice. Parce qu'elle, c'est pareil. Que c'est pas de la psychologie. C'est-à-dire que je me souviens dans le court-métrage, c'est que dès qu'elle arrive, le film change de rythme. Je trouve qu'elle a un rythme à elle, et ça, je trouve que c'est très précieux en termes de comédien. C'est que vous n'avez pas besoin de leur dire oui, tu as fait ceci, tu penses cela. Et ça, c'est très cinématographique. Un acteur ou une actrice qui arrive avec son. Voilà, qui bouge le rythme, quoi, qui n'impose pas son rythme, mais qui bouge, qui fait vivre ça. Et donc, Françoise, je trouve en plus qu'elle, comme dans le film, c'est un des personnages, c'est une mère un peu vacharde et tout ça, c'était un rôle pas facile, mais je savais elle aurait une poésie un peu décalée, elle amènerait ce côté un peu vache, un peu décalé. Un peu doux et innocent, elle a quelque chose de ça. En tout cas, qu'elle enfermerait pas le film dans que la mère qui n'aime pas sa fille, ou parce que c'est pas ça en plus le film. Donc elle était aussi là. Et pour les autres seconds rôles, il y avait Dorothée Pousseau aussi, mais elle, c'était sa voix. Et parce que comme il y a Guillaume Aldebert qui faisait la musique, je l'avais rencontré et tout. Donc elle était là. Et après, comme on a eu la contrainte de tourner, enfin, on a eu l'aide de l'Occitanie, et donc on allait tourner là-bas, et qu'il y avait, mais comme j'aime les contraintes, qu'il fallait enfin, j'ai joué le jeu là aussi, de travailler avec des comédiens de la région. Et donc là, pour le coup, comme je les connaissais pas, j'ai fait appeler à elle une directrice de casting qui s'appelle Valérie Pangrazi, qui a été remarquable, parce que pareil, elle a eu le scénario, et jamais elle ne m'a fait des propositions aberrantes. Elle avait tout compris. Elle m'a fait des propositions de comédiens, et qui ont tous c'était un bonheur de faire les essais, de faire passer des essais, parce que c'est pareil, c'est des gens qui n'étaient pas forcément très connus, mais qui sont des acteurs géniaux. Et ça aussi, c'est de se dire, de donner sa chance un peu à plein de gens, et puis de pas avoir tout le temps les mêmes têtes dans les films. Donc ça, j'ai adoré faire ça aussi. Et donc du coup, ces comédiens-là qu'on vous proposait, il y en avait qu'un ou il y en avait plusieurs, il fallait quand même choisir à la fin? Il y en avait plein. Alors c'était très drôle, parce que tous ceux qu'elle m'a proposés, ils étaient tous bien. Et en fait, j'ai pu tous les caler. Bref, c'était des jeux de poupées russes. Il y en a un, je pensais qu'il serait le banquier. Finalement, il est devenu le notaire. Mais je crois que tous, j'ai pu leur trouver un rôle, et j'étais ravie. Voilà. Et puis les seconds rôles, on dit toujours second rôle. Et pour moi, les seconds rôles, ça fait quand même vivre le film. Enfin, Ils très sont importants. Très important. Il y a un travail qui a été intéressant sur ton film, c'est tout ce qui est la musique, parce qu'il y a des moments chantés aussi dans ton film. Tu peux peut-être nous parler un peu de tout ce travail en amont avec ton compositeur? Oui, et c'est surtout, là encore, finalement, il y a eu plein d'étapes d'écriture dans le scénario. C'est qu'au départ, c'était pas du tout prévu que la chanson s'intègre, que ça soit vraiment un matériau aussi important. Je savais par contre que je voulais qu'il y ait la chanson, parce que moi, c'est mon petit péché mignon, j'ai très mauvais goût. Comédie romantique chantée. Et donc, je savais que je voulais qu'il y ait une chanson, et que voilà. Mais là, c'est pareil, je savais que j'allais pas avoir un budget énorme, donc voilà, je m'étais dit, je vais demander à un compositeur de me faire une chanson, puis après, il y aura la musique du film classique et tout. Et en fait, j'ai proposé à Guillaume Aldebert, qui est connu sous le nom Aldebert, et qui est surtout connu pour ses chansons pour enfants. Donc, je les écoutais avec ma fille. Et
Mais je trouve qu'il est catalogué chanteur pour enfants, mais c'est pas des chansons pour enfants, c'est des chansons, quoi. Enfin, pour moi, c'était. Et d'ailleurs, il a débuté dans sa carrière. Il a au départ débuté pour faire des chansons adultes, enfin pour tout public. Et voilà. Et après, il a pris cette branche-là, ça a cartonné. Il est resté là-dedans. Et je me suis dit, voilà, moi, je voulais une musique qui soit à la fois légère et en même temps qui ait de la mélancolie. Et je me suis dit, c'est pile poil ce mec-là qu'il me faut. Donc, j'ai été un peu au flanc. Je l'ai contacté, j'ai envoyé un mot sur Facebook et tout de suite, mon manager m'a répondu dans le quart d'heure. C'est incroyable cet aspect-là du travail de réalisateur où les rêves qui deviennent réalité. Oui, et puis de chercher des... Ma fille, l'autre fois, elle m'a dit « Tu devrais travailler au FBI ». Parce que j'adore quand j'ai envie de quelqu'un, de savoir comment je vais le rencontrer. Comment pour voir si ça fonctionne et tout ça. Je suis dans ces étapes-là actuellement avec un court-métrage. Oui, donc, et je pense, et tu te souviens, je dis toujours ça aux étudiants. C'est pareil, sûr qu'il n'y a pas de règles et tout. Et c'est vous, si vous voulez quelqu'un, il faut Demandez-lui. Et je dis bien sûr, si vous n'allez pas le harceler à rester, si vous dit non, à hurler sous ses fenêtres pendant 15 jours. Mais avec une mandoline. Je dis, si vous restez poli et respectueux, il n'y a pas de honte à demander à quelqu'un d'essayer de trouver ses coordonnées. Enfin, voilà, si on n'est pas intrusif. La volonté peut aussi montrer qu'on a très envie de travailler avec la personne et que ça soit communicatif après. Absolument. Et qu'il ne faut pas passer forcément par tous les agents, les machins. Voilà. Mais encore une fois, c'est du culot, du bon culot. C'est pas d'être mal élevé. Oui, on peut, voilà. Rester, donc là, et voilà. Et si ça, voilà, là, je vous dis tous ceux pour lesquels ça a marché. Des fois, je lance des. Puis c'est bien aussi, c'est savoir comment le réel réagit. C'est-à-dire que vous lancez une piste, si ça répond, ça répond. Ça répond pas, c'était pas le bon. C'est pas grave, on pleure pas. Et donc, si je contactais sur Facebook, c'est son manager qui m'a répondu tout de suite en disant que c'était une super idée, tout ça. Et donc, au départ, j'étais restée sur l'idée. Donc, Guillaume a lu le scénario, qu'il a beaucoup aimé. Il a dit oui. On s'est rencontrés. Et là, voilà, c'est une impression comme avec Premier Assistant qu'on se connaissait depuis toujours. Il était avec ses musiciens qui étaient aussi, enfin, je sentais qu'ils étaient tous très impliqués. Ils savaient qu'au départ, en plus, ils sont arrivés assez tôt sur le projet. Donc, on avait, encore une fois, il y avait pas encore on savait pas encore si le film allait se faire. Donc, ça voulait dire, voilà, de s'investir sans. Je savais là encore qu'on n'aurait pas non plus un budget fou. Donc, je lui dis, tu peux me faire une petite chanson. Et puis au fur et à mesure de la conversation, j'ai compris qu'il était investi. Je lui dis, mais ça pourrait être bien que chaque chanson. Enfin, j'ai compris que je pourrais lui demander un peu plus qu'une chanson. Donc, je lui ai dit, je pourrais aussi te demander une chanson. Il m'a dit, écoute, tu me fais la liste de ce que tu veux. Et on va voir ce qu'on peut faire. Et donc, c'est comme ça que la chanson a pris de plus en plus de place. Et surtout, lui, sa marque de fabrique, c'est de faire chanter des gens qui ne sont pas forcément chanteurs et de faire des duos. Et là, tout d'un coup, dans la conversation, parce qu'en plus, je me suis rendu compte aussi au fil de la conversation qu'il était cinéphile. Il aimait beaucoup le cinéma. Donc voilà, tout de suite, les choses étaient faciles. Il avait envie de le faire, quoi. C'était aussi, pour lui, il n'avait jamais fait ça. On était tous très contents de... Voilà, et donc du coup, les moyens, enfin voilà, le désir encore une fois, est plus fort que les contraintes. Et donc, je lui dis, mais un temps, et si on faisait chanter les acteurs? Donc, c'est venu comme ça au fur et à mesure de la soirée. Et donc, du coup, quand j'ai compris ça, je me suis dit, voilà, j'ai du coup réécrit le scénario aussi en fonction des chansons que j'allais pouvoir mettre. Parce que du coup, il y a ce qui passe en chanson, on n'est plus obligé de le mettre dans des dialogues. C'est de réécrire. Ça te donne aussi des idées de scènes. Par exemple, elle, quand elle est sur sa terrasse, je me suis dit, on va pouvoir jouer aussi avec la musique et tout. Donc, ça a été une... Voilà, j'ai un peu réécrit aussi en intégrant le matériau chanté, c'est-à-dire que ça n'a pas été plaqué, voilà, ça a fait partie intégrante du projet. Mais ça, au début, voilà, c'était pas dans ma première idée. C'est que je ne m'étais pas, non seulement j'y avais pas pensé, mais voilà, et si j'avais pensé, je me le serais peut-être pas autorisé parce que je me serais dit que ça allait coûter trop cher ou que c'était compliqué. C'est marrant d'avoir choisi des comédiens qui sont des chanteurs, que ce soit du coup Max Boublil ou Michel Jonas de la même manière. Ah oui, alors non. Oui. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que la seule qui n'était pas chanteuse à la base. Émilie Dequesne. Et mais Guillaume, il a été scotché, mais elle a l'oreille absolue. Émilie, c'est vraiment, c'est une chanteuse. Elle arrive toujours juste. Ouais. C'est fou. Et en fait, elle avait fait un film que j'avais adoré, qui s'appelle Pas son genre, et dedans, elle était avec des copines, elle chantait au karaoké. Alors déjà, Guillaume, il avait vu ça, il m'a dit,
T'inquiète, je pense que ça va aller. Et il était vraiment épaté parce qu'elle est très, très juste et elle adore ça. Et je crois je me demande si elle a pas voulu être chanteuse à un moment et tout. Et donc elle, c'était super. Non, mais Max aussi. Mais Max, c'est moi. Mais je me permets de le dire parce que lui-même en rigole. Hein. C'est pas un non, c'est. Oui, il fait la chanson sans être chanteur. Voilà. Et non. Et puis en plus, lui, c'est pareil. Il a pas du tout l'habitude de chanter ce que je lui ai fait chanter. Donc il a eu aussi besoin il a dû faire un trajet. Mais je pense que ça aussi, ça l'a aidé à poser son personnage parce que c'était tellement loin de lui, donc de devoir chanter cette chanson assez romantique et tout ça, donc c'était chouette. Non, le seul justement, Michel Jonas ne chante pas dans le film parce qu'au début il n'était pas du tout question. Et Michel, je m'étais dit, je suis la reine du pétrole, s'il y en a bien un qui ne va pas me refuser de chanter, c'est Michel Jonas. Et là, Michel m'a dit, moi j'ai un principe dans la vie, c'est je sépare le métier de chanteur et le métier d'acteur. Je lui dis, pourquoi ? Tu peux faire une exception. Il me dit non. Il me dit, parce que de toute façon, ça ne servira pas ton film. Si je chante dans ton film, ça ne sera pas le personnage, ça sera Michel Jonas. Alors j'ai dit oui, parce que je respectais et tout ça. Et dans ma tête, je me disais, ouais, enfin, t'es surtout, enfin, ça va, tu pourrais faire un effort. Je me suis tue parce que j'ai senti que par contre, il fallait pas que j'aille sur ce terrain. Voilà, il y a des choses, vous savez qu'il faut les obtenir, mais là, instinctivement, j'entendais, je rencontre de ce qu'il voulait lui, c'est sûr que. Et je savais que de toute façon, il le ferait pas. Et donc, dans ma petite tête d'égo, je me disais, il a tort. Mais au fond de moi, je me disais, il a raison, mais je ne sais pas pourquoi. Et en fait, j'ai compris bien après pourquoi il avait raison. C'est que je l'ai vu, bien sûr que je connais son travail de chanteur, mais je l'ai vu en concert. Et là, je le savais qu'il avait une voix merveilleuse et tout. Mais là, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il a une voix tellement qui est à lui quand il chante. Il avait raison, en fait, il avait raison. Je pense que ça aurait tiré le film, où il aurait dû forcer sa voix autrement, et ça aurait été un truc de performance fausse. Donc, il avait raison. Mais j'ai mis du temps voilà, je l'ai accepté, mais je l'ai vraiment compris avec le recul. C'est vrai que oui, effectivement, il aurait été loin du personnage et il aurait été difficile de raccorder les deux d'une manière ou d'une autre. C'est que je pense que les gens auraient entendu sa voix et que s'ils n'avaient pas entendu sa voix, c'est qu'il aurait été obligé vraiment de la trafiquer. C'est vraiment... Oui, sa voix, c'est pareil pour tout le monde, mais lui, encore plus. Voilà. Et puis, il est vraiment populaire aussi pour ça. Et donc, je pense qu'il avait raison. C'est sûr. Voilà. Et il faut aussi écouter. Voilà, la direction d'acteur, c'est aussi ça. Par exemple, quand Max vous dit je ne veux pas mettre les chemises, vous savez qu'il faut qu'il les mette, ces chemises, parce que c'est le personnage. Quand Michel Jonas vous dit voilà, je veux pas chanter, il a raison. Par contre, Michel, il était aussi un peu comme Max. Les premières prises, il était toujours assez cabot et tout. Et je disais, mais tu sais, c'est un père tendre. Il me dit, ah oui, c'est vrai. Et c'est pareil, la deuxième prise, du coup, il était comme il fallait, quoi. C'est du réajustement, quoi. C'est tout. C'est sûr. J'aurais une dernière question parce que du coup, on a fait venir Michael Müller de chez The Jokers Film. Du coup, on a parlé de distribution avec lui et du rapport des réalisateurs à la distribution. Et du coup, je me demandais comment s'était fait le choix de l'affiche sur ce film. Alors, pour tout dire, moi, c'était pas forcément l'affiche que j'avais retenue. D'accord. Après, la photo, c'était vraiment celle, je trouve, sur le regard. Je trouvais que voilà, ça, c'était important. C'était une photo de tournage, du coup, c'était. Ouais, d'accord. C'était une photo de tournage. Donc, on a su très vite que c'était autour de ça qu'on allait travailler. Et alors là, pour le coup, je peux avoir des idées. Bon, bien sûr que si ça ne m'avait pas du tout plu, je l'aurais dit. Mais je pense que j'ai assez lâché là-dessus très vite. Enfin, j'avais pas trop envie de m'en mêler parce que je suis pas du tout bonne sur les images. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas... je vais faire un peu je ne sais pas lire, par exemple, la bande dessinée. Les images, il faut que moi, soit il n'y a pas d'image, soit les images sont en mouvement. Mais le rapport aux images ou même à la photo, enfin voilà, je pense pas être la bonne, forcément le bon interlocuteur. Ouais, celle qui doit avoir le dernier mot. Donc, il y a des choses que j'ai dites et tout ça et qu'on a retravaillé. Mais j'avais quand même envie de faire confiance et voilà, quand ils ont à un moment dit non, c'est pas ton premier choix qu'on va prendre, c'est celui-ci. Bon, ils auraient pris celle qui me plaisait pas du tout, j'aurais râlé. Mais là, je me suis dit après chacun même comme son métier. Et je trouve qu'une sortie de film, voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, on fait pas forcément du marketing en tant que réalisateur, et donc pour attirer un public qui serait le public du film, c'est vrai qu'on n'est pas forcément la meilleure personne pour faire ça, même si on peut parler de notre film avec tout ce qu'on a voulu mettre dedans, mais effectivement, c'est quand même deux métiers différents. C'est des métiers différents, et puis je pense que c'est peut-être aussi une étape où vous commencez à apprendre à lâcher votre film aussi, donc
Donc voilà, de toute façon, c'était dans l'esprit quand même du film. Vous n'étiez pas contre totalement, effectivement. Du tout, non, même pas du tout. Mais c'était pas forcément, voilà, j'aurais pas forcément pensé à ça à la base, mais c'était ce qui fait, en fait, je pense que voilà, c'est... Et du coup, le cas du titre, est-ce que c'était le titre que vous aviez sur votre scénario ou est-ce que c'est un titre que vous avez choisi ou le titre a été imposé par le distributeur? Non, il n'a pas été imposé. Mon tout premier titre, dans une des premières versions, en fait, c'était Rien qu'un ciel, parce que j'étais partie de cette chanson qui est connue. Et je sais plus quelle personne m'avait dit, fais attention parce que sur les droits, donc voilà, déjà. Et puis, plein de gens me disaient, oui, c'est un joli titre, mais c'est un peu trop poétique et tout ça. Et en fait, Double Voyer, ça m'est arrivé à un moment où on s'est dit, on resserre un peu sur la comédie. Et ça m'est arrivé comme ça. Et à un moment où c'est posé... Mais là, c'est pareil. Moi, je pense que je suis pas très bonne. Soit je trouve un titre tout de suite et je pense que c'est le bon. Soit après, des fois, on est un peu perdu. Et puis chacun, c'est très subjectif, un titre. À un moment, le distributeur a eu un petit doute parce qu'il disait foyer, pensez au foyer. On va penser que c'est un film social sur les foyers. Alors que après, il y avait les gens, oui, mais si on pense que c'est sur les opticiens, les lunettes et tout. Moi, ça m'amusait, les doubles foyers. Bon, après, chacun y allait. Et après, on a eu un ou deux titres, mais Double Foyer avait l'intérêt d'être un peu court, de claquer. Donc, du coup, après, on est revenu. D'accord. Et par rapport à un film, du coup, c'était moins votre choix que, j'imagine, quand vous écrivez un livre, vous avez peut-être un titre qui vous vient directement en tête, non ? C'est pareil. D'accord. Non, puis là, vraiment, c'est moi qui l'ai... Enfin, on m'a rien imposé du tout. Mais par contre, j'étais à l'écoute de ce qu'on allait me dire. Et c'est pareil, je trouve qu'à un moment... sauf si quelqu'un, ça va contre votre... encore une fois, votre désir ou votre intuition profonde, il faut aussi un peu lâcher, de ne pas être arc-bouté et qu'effectivement, après votre film ou votre livre, il faut quand même qu'il existe. Alors, sans être dans un marketing putassier et tout, c'est de savoir quand même, surtout si vous êtes entouré de gens en qui vous avez confiance, d'écouter ce qu'on vous dit aussi, parce que des fois, vous ne mesurez pas les résonances de choses donc, c'est en plus enrichissant. Du coup, si vous avez une dernière recommandation, peut-être de quelque chose que vous avez aimé particulièrement récemment et dont vous aimeriez parler pour finir. Alors, en livre, je viens de faire une découverte d'un auteur qui s'appelle John Fosse. Fosse, je ne sais pas comment ça se prononce, il est connu beaucoup en théâtre. Je crois que c'est Patrice Chéreau qui l'avait adapté. John Fosse, Jon et F-O-2-S-E. C'est prix Nobel de littérature il y a 2 ans. Et son livre vient de sortir en poche, un roman qui s'appelle Mon nom est un autre, ou je sais plus, un titre comme ça, enfin bref. C'est absolument... Mais c'est de la littérature, mais je pense que ça peut intéresser des cinéastes, tellement c'est une question de rythme. Et c'est un écrivain qui n'utilise pas du tout les points dans sa ponctuation. Moi, je peux détester ce genre de truc, parce que pour moi, très vite, ça peut être de la fêterie, la coquetterie, pourquoi il ne met pas de points comme tout le monde. Et quand j'ai commencé le livre, c'est absolument génial, vous êtes dans la tête et c'est très simple à lire, parce que c'est pas du tout, du coup, élitiste et tout. Il met pas de points, non pas parce qu'il veut faire le malin, il met pas de points parce que sa pensée du monde et d'être à l'intérieur de ses personnages, effectivement, il faut pas qu'il y ait de points. Et je trouve que c'est fascinant parce qu'il impose, il nous entraîne dans son rythme de pensée, de monde, et c'est en même temps hyper simple. Ça parle du quotidien et en même temps de la vie, de la mort, de l'amour, de la peinture, de la création. Je trouve que c'est un auteur merveilleux. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci Claire pour cet épisode qui était super enrichissant sur la création. Merci à vous. Et puis du coup, pour vous, on vous retrouve dans un mois pour le prochain épisode du podcast. Bonne journée. Merci. Merci. Merci.